L'histoire commence avec notre protagoniste expliquant qu'il est devenu roi après avoir renversé le dernier roi. En tant que roi, il a mené de nombreuses batailles et guerres, et la destruction s'est abattue sur son passage. Il est devenu le roi le plus puissant, et en expliquant cela, sa vie a défilé devant ses yeux. Il entend alors une voix lui demander de chercher la lumière dans sa nouvelle vie, et il se retrouve devant deux visages inconnus. Il parle de sa ressemblance avec eux, et il se demande où ils se trouvent. Il comprend rapidement qu'ils sont ses parents, et qu'il est né à nouveau. Son père s'appelle Reynolds, et sa mère, Alice, révélant que son nouveau nom est Arthur. Il se demande s'il est simplement mort dans son monde d'origine et a été réincarné dans celui-ci. Plus tard, il n'arrive pas à croire qu'après ses innombrables victoires, il a été réduit à la forme d'un nourrisson. Il pense que ses parents s'occupent bien de lui, mais il est mécontent de sa forme actuelle, et Reynolds place alors son doigt devant lui. Son fils le saisit, ce qui le rend heureux. Il se vante de cela auprès de sa femme, et Arthur pense qu'il s'agit simplement d'un réflexe. Il n'aime pas le fait que ses fonctions corporelles ne soient pas sous son contrôle, car il souille sa couche, et il est énervé que rien ne se passe comme il l'avait espéré. Son corps est devenu une sorte de prison, et il veut sans cesse se réveiller de ce horrible rêve, mais il persiste. Quelques jours plus tard, il est témoin de quelque chose d'inexplicable, et on le voit remarquer que son père utilise de la magie. Il se blesse légèrement avec son propre sort, et Alice le soigne avec sa magie. Arthur pense qu'il existe des pouvoirs dans ce monde qu'il ne connaît pas, et il en est fasciné. Plus tard, on voit son père tuer un monstre dans la forêt, et on remarque qu'il était en mission avec d'autres aventuriers. Lorsqu'il rentre à la maison, il salue son fils et sa femme, essayant de les étreindre, mais il remarque qu'il est trop sale pour cela. Arthur explique que, puisque la connaissance est une arme, il s'est consacré à l'examen de son environnement, et il observe que dans cette société, les individus sont autorisés à porter des armes, pensant qu'ils devraient obtenir du pouvoir rapidement, car cela indique un certain niveau de danger. Alice demande ensuite à Reynolds comment va son travail, car cela fait un moment depuis le dernier, et il mentionne que c'était une mission rapide. Ensuite, Alice dit à Arthur qu'il est temps pour lui de dormir, et il pense qu'il n'y a pas de fin à ses frustrations dans des moments comme celui-ci, mais ces moments ne sont pas si mauvais. Il se souvient que dans sa vie antérieure, il n'a jamais pu dormir paisiblement car des assassins se jetaient toujours sur lui chaque fois qu'il essayait, et des mois passent. On voit qu'il est maintenant capable de ramper sur le sol, et il regarde son propre reflet tout en rampant. Sa mère et son père veillent sur lui pendant qu'il rampe, appelant son nom, et il pense qu'il ne s'est toujours pas habitué à son nouveau nom. Ensuite, on voit sa mère le mettre au lit, et lorsqu'elle part, il sort du berceau, heureux d'avoir enfin le contrôle de ses membres. Il se dirige discrètement vers une pièce de leur maison, et il y trouve une pile de livres. Il en prend un, commence à le lire, et il est ravi d'acquérir des connaissances sur ce monde. Il lit que le continent dans lequel il est né est divisé en 3 royaumes, et le premier est le Noir, un royaume d'elfes au fond des forêts. Le deuxième est la nation de Darve, un pays souterrain de nains. Le troisième est le royaume de Sapin, où il vit, et c'est la nation la plus peuplée habitée par des humains. Comme son propre royaume, c'est aussi une monarchie, et la principale différence est que le trône ici est hérité et non pris par la force. Il lit ensuite un autre livre, découvrant que la technologie est primitive dans ce monde, comparée à son ancien, et qu'elle est encore en développement. La principale raison derrière cela est la magie, et il explique qu'une source de pouvoir appelée mana existe dans ce monde. La capacité de contrôler le mana est héréditaire, et il semble se manifester dans une personne sur 100. Il y a 2 applications du mana, appelées augmentation et conjuration. Les augmenteurs peuvent utiliser le mana pour renforcer leur corps, et cela confère une force, une défense et une agilité incroyables. Les conjurateurs peuvent projeter le mana et le contrôler comme bon leur semble, et la clé pour contrôler le mana est un noyau de mana. La plupart des lanceurs de sorts accèdent à leur pouvoir dès la puberté jusqu'à leur fin d'adolescence, et ils peuvent créer un noyau de mana en canalisant le mana dans leur corps jusqu'à un point unique, et lorsqu'ils maîtrisent ce contrôle, ils deviennent des mages. Arthur pense qu'un concept similaire existait dans son ancien monde aussi, et c'était le chi. Le centre du chi d'une personne était crucial pour utiliser son pouvoir, et il pense qu'un noyau de mana est similaire à cela. Il est certain qu'il pourra utiliser les connaissances de sa vie passée d'une manière ou d'une autre, et il essaie de ressentir le mana dans son corps, tentant de le rassembler. Juste à ce moment-là, sa mère arrive, le soulève et dit qu'elle était inquiète pour lui. Elle remarque qu'il semble avoir fait ses besoins, et il pense qu'elle ne trouvera rien, car il n'a pas, mais elle voit qu'il en a. Il est honteux de découvrir cela, et il réalise qu'il devait être trop concentré pour le remarquer. Il répète une fois de plus que ce corps est une prison, et sa mère le prend pour lui changer la couche. 2 ans passent, et on voit Alice en train d'écrire une lettre à quelqu'un. Elle écrit au sujet de son enfant, et elle mentionne qu'il est un mignon petit garçon, mais qu'elle ne l'a jamais vu sourire. Elle remarque alors Reynolds essayant d'enseigner à leur fils l'escrime, et il pense qu'Arthur a un don pour cela. Il essaie de le montrer à sa femme, mais sa femme se fâche, lui demandant ce qu'il fait avec un enfant qui vient juste d'apprendre à marcher.
Pendant qu'ils se disputent, Arthur pense qu'au cours des 2 dernières années, il a compris la structure du pouvoir dans ce mariage, et il se demande si ce monde entier est matriarcal. Ensuite, on voit Arthur en ville avec sa mère, et elle remarque qu'il semble plus lumineux, pensant que ses yeux s'illuminent toujours quand il est en ville. Arthur explique que venir en ville lui a fourni une compréhension vitale de ce monde, et en voyant les types et qualités d'armes, il peut juger du niveau technologique de la nation, et il peut observer diverses substances qui n'existaient pas dans sa vie passée. Le meilleur de tout cela est l'opportunité d'observer la magie en personne, et c'est l'expérience la plus précieuse. Ils retournent ensuite à leur maison, et Arthur pense que ses parents ont pris soin de tous ses besoins depuis qu'il s'est réincarné dans ce monde. Sa vie en tant que nourrisson est étouffante, mais ce n'est pas si mal, et il se demande si c'est comme cela que les familles ont toujours été. Il ne le sait pas, car il a été abandonné par sa famille dans sa vie passée, mais il aime la chaleur que ce mode de vie lui procure. Il s'endort ensuite, et sa mère pense que cela la rend heureuse lorsqu'il se glisse hors du lit, et que ses yeux s'illuminent quand il est au marché. Elle est sûre qu'il doit tenir cela de son père, et qu'un jour, il voudra sortir et voir le monde comme lui. Elle préférerait qu'il mène une vie paisible, mais elle sait que ce ne sera pas le cas. Plus tard, il pense qu'il est très chanceux, car il a son père, un exemple vivant de qui il peut apprendre la magie. Il remarque son père utilisant de la magie pour déplacer des morceaux de petites pierres, et lorsqu'il a terminé, il essaie de se montrer devant Arthur, mais Arthur pense qu'il aurait été plus rapide de simplement ramasser les pierres. Sa mère arrive alors et lui dit que ce n'était pas la meilleure démonstration de son père, et son père utilise alors quelques mouvements d'arts martiaux renforcés par la magie. En voyant la puissance de ces mouvements, il réalise que son père est un augmenteur. Il refuse de rester là à regarder après cela, mais sa mère le prend et l'emmène pour une sieste. Il pointe des livres, essayant de lui dire qu'il veut lire, mais elle refuse de le laisser faire, car c'est l'heure de la sieste. Il lui fait ses yeux de chiot mignon, et elle essaie encore de refuser, mais elle n'y arrive pas, tombant victime de sa mignonnerie. On le voit ensuite lire un livre, et sa mère le laisse seul. Il pense qu'il a acquis une variété de connaissances au cours des 2 dernières années, et la plus précieuse d'entre elles est la capacité de produire un noyau de mana. On remarque qu'il est presque à un stade où il peut former un noyau de mana dans son corps, et il explique que cela a demandé un effort considérable. Il est content que cela porte enfin ses fruits, et il essaie de donner son maximum pour compléter le noyau. Il réussit, et juste à ce moment-là, la maison explose. Son père et sa mère sont dehors à ce moment-là, évitant d'être au centre de l'explosion, mais ils sont tout de même touchés, et Reynolds protège Alicia. Ils réussissent tous les deux à survivre, et ils s'inquiètent pour leur fils qui était à l'intérieur. Ils courent dans la maison à sa recherche, et ils sont surpris de le voir flotter dans les airs, remarquant qu'il a réussi à former un noyau de mana. Ils sont stupéfaits de voir cela, car il n'a même pas encore 3 ans, et Arthur pense que ses études ont enfin porté leurs fruits. Il atterrit au sol, agissant avec arrogance, et quelques débris commencent à tomber sur lui. Il essaie de courir, mais il tombe, se demandant s'il va mourir ainsi, mais ses parents le sauvent. Ils sont contents de le voir en sécurité, et ils pensent qu'il aurait dû s'attendre à ce qu'il s'assure qu'il est en sécurité, car c'est le devoir d'un parent. Sa mère pleure alors pour lui, remarquant qu'il va bien, et son père fait de même. Il ne comprend pas pourquoi il pleure, car il devrait être fier d'avoir réussi à accomplir leur devoir, mais bientôt ses yeux commencent à se remplir de larmes également. Il pense que c'est quelque chose qu'il n'a pas pu apprendre de la littérature de ce monde, ni de sa vie passée, et il appelle sa mère et son père, se demandant ce qu'est exactement ce sentiment. Arthur se souvient alors que dans sa vie passée, l'un de ses sujets fidèles l'a trahi en cherchant à lui prendre la vie. Le conseil du roi décida de lui accorder sa clémence et de le faire retourner dans son pays avec sa famille, où il serait jugé. L'homme accepte d'avoir tenté de tuer le roi, mais il demande que sa famille soit laissée en dehors de cela, et que lui seul paye pour ce crime. Il révèle que s'ils retournent dans leur ville natale, un sort pire que la mort les attend, et il supplie le roi d'épargner sa femme et ses enfants. Le conseil pense qu'il fait preuve d'insolence en dérangeant le roi avec des petites affaires, car le conseil avait déjà décidé de sa punition. Cependant, le roi tue sa femme et son enfant, et le conseil est surpris de voir cela, mais ils reconnaissent que c'est une véritable clémence, car les 2 âmes ont été libérées du tourment. L'homme pleure leur mort, mais il remercie tout de même le roi, et l'histoire revient au présent. Nous voyons Reynolds donner à Arthur des gants similaires aux siens, mais Arthur refuse de les prendre, choisissant plutôt son épée en bois. Il explique qu'il ne peut pas porter ses gants avec son corps, car il serait tué avant même de pouvoir porter un coup. Les deux commencent alors à s'entraîner avec leurs épées, et Arthur attaque son père tandis que son père se défend. Son père utilise la magie pour enchanter son épée, et Arthur fait de même, surprenant son père, et profitant de cette ouverture pour briser son épée. Il demande à son père ce qu'il en pense, et son père est émerveillé par son talent. Plus tard, Reynolds dit à Alice qu'il devrait embaucher un véritable professeur pour leur enfant, mais elle est complètement contre cela. Elle lui rappelle qu'il avait dit qu'il allait l'enseigner lui-même, et il voulait le faire, mais le talent de leur fils est tout simplement trop exceptionnel. Il a besoin d'un véritable professeur certifié, et elle présente une autre option en disant qu'elle peut aussi lui enseigner,
car elle connaît aussi la sorcellerie, mais il lui dit que sa sorcellerie est différente. Il lui montre que leur enfant pourrait couper quelque chose d'amélioré par le mana, et il n'a que 4 ans. Elle ne peut pas y croire, mais elle ne veut toujours pas le séparer de son enfant et l'envoyer quelque part de loin. Il dit que c'est pour l'avenir de leur enfant, et elle lui dit que le présent compte aussi, lui demandant s'il n'aime pas son propre fils. Il l'aime, et il ne veut pas non plus l'envoyer dans le monde tout de suite, mais son avenir est en jeu ici. Tandis qu'ils se disputent, Arthur pense que parfois les gens sont guidés par leurs émotions, et cela trouble leur perspective, alors il propose une troisième option. Il leur dit qu'ils peuvent simplement venir avec lui, et il réalise que c'est aussi une option, déclarant que leur enfant est un génie. Ils décident de se préparer immédiatement, et ils ont hâte de montrer leur enfant aux autres. Le lendemain, nous voyons Arthur et sa famille rencontrer quelques aventuriers, et Arthur se présente à eux. Le chef du groupe dit à Arthur qu'ils se sont déjà rencontrés, mais il est sûr qu'Arthur ne s'en souvient pas car il était trop jeune à l'époque. Arthur pense qu'il se souvient d'eux, et il se rappelle qu'ils étaient ceux qui ont aidé à réparer leur maison après qu'il l'ait fait exploser. Il explique qu'ils viennent du groupe des Twin Horns, et qu'Alice et Reynolds en faisaient autrefois partie. L'homme aux cheveux rouges se présente comme Adam, et l'autre membre du groupe, Angela, serre Arthur dans ses bras en pensant qu'il est mignon. Elle manque presque de l'étouffer, et Durden le sauve. Arthur remarque ensuite un membre stoïque du groupe sur le toit de la carriole, et Hélène la présente comme Jasmine. Ensuite, ils partent en 2 carrioles, et Alice mentionne que c'est le premier voyage d'Arthur, alors il devrait s'amuser. Arthur pense que ce mode de transport est vraiment primitif comparé aux navires volants de son ancien monde, mais ce n'est pas si mal en réalité. Nous les voyons ensuite camper après avoir voyagé un certain temps, et Arthur explique qu'il se dirige vers la ville de Xyrus. Il est impatient, et juste à ce moment-là, il est attaqué par quelques loups. Adam et les autres combattent les loups, et pendant qu'il les regarde se battre, il remarque qu'Adam, Hélène et Jasmine sont des augmenteurs, tandis qu'Angela et Durden sont des conjurateurs. Arthur veut aussi participer à la bataille, mais elle est déjà terminée avant qu'il en ait l'occasion. La nuit, il mange de la viande grillée, et ce n'est pas très appétissant, mais Arthur sait qu'il ne peut pas être difficile pendant leur voyage. Il remarque que sa mère mange moins que d'habitude, et sa mère remarque que le bras de Reynolds est blessé. Elle décide de le soigner, mais avant de le faire, le reste du groupe fait la garde pour s'assurer que personne n'est autour, et Alice utilise ses pouvoirs pour le guérir. Arthur révèle qu'Alice peut utiliser le pouvoir de guérison, et qu'elle est un autre type de mage appelé un émetteur. Leur nature rare fait qu'il est indésirable pour eux d'utiliser leur pouvoir en public, car ils deviennent des cibles faciles, et la raison pour laquelle Alice et Reynolds vivaient au milieu de nulle part était pour cacher ses pouvoirs. Lorsqu'ils ont terminé, Adam demande à Arthur s'il veut l'aider à se détendre un peu avant d'aller se coucher, et Arthur accepte. Nous les voyons se préparer à se battre, et Arthur remarque qu'ils ne cherchent pas seulement à se détendre, ils semblent assez sérieux. Il observe que les autres ne l'en empêchent pas non plus, et il se demande s'ils oublient qu'il n'a que 4 ans en ce moment. Ils commencent à se battre, et Arthur utilise la magie sur ses 2 jambes et son épée, tandis qu'Adam l'utilise uniquement sur sa lance. Arthur se précipite vers lui, et Adam tente de contre-attaquer, mais Arthur disparaît, apparaissant derrière lui. Cependant, il perd un instant son équilibre, et les deux échangent des coups. Adam parvient à envoyer Arthur voler, et Arthur s'attendait à ce que cela se passe ainsi puisque son corps est trop léger en ce moment. Angela le sauve en utilisant la magie du vent pour son atterrissage, et Hélène réprimande Adam de s'en prendre à un enfant. Adam affirme qu'il n'est pas celui à blâmer, car cet enfant est un petit monstre, et il demande à Reynolds quel genre d'entraînement il lui a donné. Jasmine demande alors à Arthur comment il a accéléré ainsi, se demandant s'il va lui apprendre, et voyant l'expression sur son visage, il réalise qu'elle ne va rien laisser passer pour qu'il lui enseigne, alors il accepte. Ensuite, ils continuent leur voyage, et ce n'était pas vraiment facile, mais il a appris beaucoup de choses en chemin, et il a transmis ses connaissances à Jasmine. Il lui a appris comment il a accéléré pendant leur combat, et elle a réussi à l'apprendre assez facilement. Cela l'a rendu attaché à lui, et elle lui offre également un cadeau pour son 5e anniversaire. C'est une dague, et elle mentionne que c'est aussi un merci pour lui avoir appris. Elle lui dit qu'il y a aussi un fil attaché à la dague, et pendant qu'elle explique comment cela fonctionne, les autres membres du groupe pensent que ce n'est pas dans ses habitudes. Alice est sûre que c'est parce qu'Arthur est tout simplement trop mignon, et il décide de repartir. Alors qu'Alice est sur le point de bouger, elle commence à se sentir étrange, et Arthur lui demande si ça va, mais elle répond que ce n'est rien. Ils continuent ensuite leur route, et en chemin, ils s'arrêtent soudainement. Alice se demande ce qui se passe, et nous les voyons attaqués par des flèches. Nous remarquons qu'ils ont été encerclés par des bandits, et il y en a beaucoup. Le leader demande au groupe de laisser les femmes et les enfants en vie et de ne pas leur faire de mal, sinon cela va affecter leur prix. Arthur pense qu'il y a des gens comme ça dans chaque monde, et les bandits chargent le groupe. Alice assure Arthur que tout va bien se passer, et nous voyons Reynolds et les autres combattre les bandits, les battant facilement. Arthur remarque qu'ils ont l'avantage, mais il y a trop de bandits, et les aventuriers ont à peine le temps de suivre leurs attaques. Après un moment, ils sont fatigués, mais il n'y a pas de fin aux bandits, et Reynolds est blessé par l'un d'eux. Alice et Arthur s'en vont pour vérifier,
et Alice veut utiliser ses pouvoirs pour le soigner, mais il lui dit de ne pas le faire, car ce n'est qu'une égratignure. Il lui rappelle qu'il serait problématique si quelqu'un découvrait ses pouvoirs, et il demande à Arthur de sortir sa mère d'ici. Arthur veut plutôt se battre, car il a la force de le faire, mais son père lui demande d'utiliser cette force pour protéger sa mère, car un enfant est dans le ventre de sa mère. Tout devient clair pour Arthur, et il réalise que le comportement étrange de sa mère jusqu'à présent était parce qu'elle est enceinte. Il décide de protéger sa mère dans ce cas, et il s'enfuit avec elle. Le leader des bandits veut les poursuivre, mais Reynolds l'arrête, et il décide de tout donner. Certains bandits bloquent le chemin d'Arthur, mais les autres les éliminent, et Arthur s'enfuit directement. Il pense qu'il a volé de nombreuses âmes dans sa vie, et il n'arrive pas à croire qu'en ce moment il fuit pour ne pas voir son âme volée. Il se souvient de la famille de l'homme trahi qu'il a tué, et il dit à sa mère qu'ils vont bien. Juste à ce moment-là, un conjurateur du côté des bandits les attaque avec de la magie du vent, mais Arthur réussit à éloigner sa mère de la zone d'attaque, et il prend l'attaque à sa place. Cela le fait tomber du bord de la falaise, mais il refuse de descendre seul, utilisant sa dague attachée au fil pour entraîner le bandit avec lui. Angela et Durden essaient de le rattraper avec leur magie, mais il est hors de portée, et tandis qu'il est suspendu dans les airs, Arthur pense que c'est une sensation étrange, cependant son cœur est plein. Il comprend le vœu que l'homme trahi lui avait fait, et la raison pour laquelle ses parents ont versé des larmes lorsqu'il allait mourir plus tôt. Il pense qu'ils ne regrettent pas d'avoir perdu leur vie pour protéger leur famille, mais lorsqu'ils ne peuvent plus voir leur famille, ils versent des larmes. Il réalise que joie et tristesse vont de pair, et il se souvient qu'il allait devenir un grand frère, pleurant alors qu'il tombe, car il souhaite le devenir. Ensuite, nous le voyons allongé sur le sol dans une forêt sombre, et lorsqu'il se réveille, il se demande où il se trouve. Il remarque une entité sombre et menaçante qui se dirige vers lui, et nous voyons que cette entité sait qui est Arthur, lui souhaitant un bon matin. Arthur a peur en voyant la créature, et il se demande où il se trouve. Se sentant menacé, il se jette sur elle pour l'attaquer, mais la créature l'abat d'un simple mouvement de doigt. Elle lui explique qu'il a encore beaucoup de chemin à parcourir, qu'elle est son allié, puis cueille quelques fruits sur un arbre voisin, pensant qu'il doit avoir faim. Elle lui conseille de les manger, même s'il n'a pas faim, persuadé qu'il voudra pouvoir se mouvoir au plus vite. Elle dépose les fruits devant lui, mais Arthur ne mange pas et essaie plutôt de se relever, son corps est trop meurtri, il pousse un cri de douleur, et la créature lui ordonne de ne pas bouger. Elle lui demande d'être reconnaissant d'être encore vivant. Arthur tente de lui poser une question, mais elle lui fait comprendre qu'elle ne répondra pas tant qu'il n'aura pas mangé. Il se résigne alors à manger les fruits, et elle l'invite à bien mâcher. Quand tout est avalé, il lui demande si ses parents vont bien. Elle avoue qu'elle ne peut pas quitter cette grotte, ce qui le décourage, puis révèle qu'elle peut voir un peu plus loin d'ici et agir à distance. Elle ouvre une sorte de portail et constate que sa famille est saine et sauve, ils sont partis il y a quelques jours. Fou de joie, Arthur fond en larmes et la remercie pour cette nouvelle. Gauche à l'idée de l'appeler elle sans connaître son nom, il l'interroge, et elle se présente comme Sylvia. Quelques jours passent, et l'on constate que les blessures d'Arthur sont désormais guéries. Il veut rentrer chez lui, mais Sylvia lui dit que ce n'est pas possible pour l'instant. Elle explique qu'il se trouve à la lisière de la forêt d'Elshire, territoire d'animaux sauvages et de hors-la-loi. Elle promet de préparer un moyen de le faire partir, mais elle a besoin de temps pour ouvrir un portail dimensionnel. Arthur s'entraîne à l'épée pendant qu'elle prépare le portail, et Sylvia estime qu'il est bon qu'il bouge, les enfants doivent rester en forme. En pratiquant ces mouvements, Arthur se rend compte que Sylvia ne lui a jamais parlé d'elle-même, et malgré son allure menaçante, il la trouve étrangement chaleureuse. Arthur a terminé son entraînement à l'épée et s'assied sur un rocher pour s'exercer à la magie. Sylvia est surprise de découvrir qu'à cet âge il possède déjà un noyau de mana, et elle pense qu'il pourrait apprendre à faire autre chose. Intrigué, il la voit créer une sphère magique entre ses mains. Ébahi, il compare sa capacité à collecter et employer du mana simultanément à un avion ravitaillé en plein vol. Choqué par ce pouvoir, il l'écoute expliquer que la plupart des gens séparent mentalement collecte et utilisation du mana, alors que les créatures non humaines, notamment les bêtes de mana, le font naturellement, comme on respire. Elle lui demande s'il souhaite acquérir cette faculté. Il répond par l'affirmative, et avant de lui transmettre son savoir, elle l'interroge « À quoi compte-t-il utiliser cette capacité ?» Arthur songe à l'humiliation subie par sa famille face aux bandits et déclare que, s'il avait ce pouvoir, il ferait payer de leur vie quiconque oserait s'en prendre à ceux qu'il aime. Sylvia lui donne alors un coup de griffe sur le front et déclare qu'il a échoué, elle refuse de lui enseigner un tel art si son esprit se nourrit de pensées de mort. Arthur proteste, arguant qu'il est naturel d'anéantir ses ennemis et qu'il est ainsi devenu le roi le plus puissant dans sa vie passée. Sylvia lui demande alors si nourrir son esprit de haine est vraiment amusant. Prise de remords, elle lui demande si elle ne l'a pas blessé trop fort, il va bien.
Elle pointe sa griffe vers lui et lui explique qu'elle pourrait le déchirer en deux ou le caresser doucement. Elle lui demande ce qu'il préfère, il choisit évidemment la douceur. D'accord, elle l'avertit que la colère et la haine consument toujours, et qu'en fin de compte, il ne restera que la haine. Elle ne veut pas qu'il gaspille la vie qu'elle lui a sauvée. Arthur comprend son message et, pour un instant, pense qu'elle sait tout de lui. Mais il réalise que ce ne peut être le cas. Elle lui repose alors la même question, si son pouvoir augmente, qu'en fera-t-il ? Il évoque les moments heureux partagés avec sa famille et répond qu'il l'emploiera pour protéger ceux qui lui sont chers. Satisfaite, elle lui donne la note parfaite pour cette réponse. Ailleurs, une créature semblable à Sylvia la cherche, elle déclare qu'elle ne pourra pas lui échapper et s'envole pour la retrouver. La scène bascule alors sur un souvenir de la vie passée d'Arthur, on le voit se réveiller et quitter sa chambre. La bonne le salue et il se rend au bureau d'un membre du Parlement. Là, il s'arrête devant son propre portrait, le parlementaire lui demande ce qu'il fait là. Arthur l'ignore et lui explique qu'il n'est roi que de nom, c'est le Parlement qui détient le véritable pouvoir dans son pays. Dans un monde aux ressources épuisées et au taux de natalité déclinant, le rôle du roi n'est rien d'autre que celui d'agent de guerre, un instrument de violence. Le parlementaire loue toutefois le roi, affirmant qu'il a remporté de nombreuses batailles, apportant richesse et honneur à la nation. Lorsqu'on lui demande la raison de sa présence, le roi salue et s'en va. Plus tard, on découvre sa couronne brisée et ses habits abandonnés au sol. De retour dans le présent, nous voyons Arthur rassembler de la magie, et Sylvia lui dit que s'il est capable d'utiliser la magie tout en la rassemblant, son pouvoir magique va s'étendre considérablement. Arthur se concentre de toutes ses forces et se souvient que dans sa vie passée, tout ce qu'il voulait, c'était apprendre à contrôler son chi, et il l'a fait pour gagner chaque combat auquel il participait. Il utilise le même concept que le chi pour utiliser la magie tout en la rassemblant, et il réussit. Sylvia le félicite pour cela, mais soudainement, elle le frappe, l'enterrant sous un tas de pierres, tout en lançant un sort pour cacher sa présence. Il se demande ce qui se passe, et elle lui demande de ne pas faire de bruit. Il l'écoute donc, observant à travers une fissure dans les pierres, et il remarque la créature de tout à l'heure qui ressemble beaucoup à Sylvia. Elle est surprise qu'il ait réussi à trouver cet endroit, et il mentionne qu'il a été guidé ici par l'odeur du sang. Il lui demande de venir avec lui, mais elle refuse, précisant qu'elle aimerait régler cela sans violence inutile. Il l'attaque alors, mais Sylvia parvient à se défendre avec un bouclier. Arthur s'inquiète pour elle, mais elle lui dit télépathiquement de ne pas s'en faire. L'autre créature lui dit que la mort viendra plus vite pour elle si elle tente sa chance ainsi. Sylvia réplique qu'elle devrait être celle à lui dire cela, puis utilise une sorte de pouvoir pour se transformer en un dragon noble blanc. Arthur est surpris de voir cette nouvelle forme d'elle, et elle attaque l'autre créature avec son souffle, mais il bloque avec son bouclier, lui disant qu'elle ne survivra pas si elle utilise ce pouvoir. Cela ne l'inquiète pas, car elle a déjà vécu une vie heureuse, mais elle pense qu'elle va regretter de ne plus être en vie. L'autre créature semble parfaitement indemne après l'attaque, et elle l'attaque avec des boules de magie noire, mais Sylvia parvient à bloquer. La créature lance ensuite un autre sort sombre, et Sylvia stoppe le temps pour empêcher le sort de la toucher, faisant en sorte que seule elle et Arthur puissent bouger. Arthur se demande ce qui se passe, et elle lui demande de venir vers elle. Il le fait, et elle lui explique que c'est son pouvoir. Elle lui demande ce qu'il pense d'elle maintenant, se demandant si elle est plus belle qu'auparavant, et il répond que oui, lui demandant si elle est un dragon. Elle lui dit que c'est ainsi que les gens l'appellent, puis ouvre rapidement un portail dimensionnel pour lui. Elle s'excuse, car il mène à un endroit éloigné, mais elle est certaine qu'il sera bien, car il est assez habile. Elle lui demande à nouveau ce qu'il va faire avec le pouvoir qu'elle lui a donné, et il répond qu'il va l'utiliser pour protéger ceux qu'il chérit. Elle lui demande de lui promettre cela, et il le fait, remarquant qu'elle a été blessée lors de la dernière attaque. Elle déclare qu'elle a quelque chose à lui donner, puis lui remet un œuf et une plume, lui demandant d'enrouler l'œuf dans la plume et de bien en prendre soin. Il comprend, et elle l'embrasse sur la joue, faisant apparaître des marques sur sa main, semblables à celles sur son propre corps. Il demande ce que sont ces marques, et elle lui dit qu'il le découvrira un jour. Elle commence à se sentir faible, déclarant qu'il est temps pour eux de dire adieu, mais il n'est pas heureux de la quitter. Elle aussi est réticente à le laisser partir, révélant qu'elle pourrait en fait le renvoyer chez lui tout de suite, mais qu'elle ne voulait pas parce qu'elle s'amusait à vivre avec lui. Cela rend Arthur triste de ne pas pouvoir la protéger même avec son pouvoir, mais elle lui dit que c'est l'ordre naturel des choses, et il pleure à l'idée de la perdre. Il lui dit qu'elle peut être un dragon, mais qu'elle est sa famille précieuse, et elle lui rappelle qu'il a déjà une mère. Il l'appelle alors sa grand-mère, et entendre cela la rend heureuse. Il explique que ces mots lui sont venus naturellement,
et que c'est peut-être à cause de la gratitude qu'il ressent pour elle. Sylvia lui demande de l'appeler à nouveau grand-mère, et il le fait, la faisant pleurer de bonheur. Elle le pousse vers le portail, car il doit partir maintenant, et il enveloppe l'œuf dans la plume avant d'entrer dans le portail. Une fois à l'intérieur, il a des doutes à l'idée de la laisser seule, mais il est déjà trop tard, et le portail se referme derrière lui. Sylvia reprend alors le temps et encaisse l'attaque de l'autre créature, tombant au sol. La créature est contente de voir qu'elle s'est calmée, et se demande si elle est vraiment morte. Elle s'approche d'elle, et Sylvia profite de cette occasion pour la frapper avec un autre souffle, provoquant une grande explosion dans la forêt. Pendant ce temps, Arthur se trouve dans la faille dimensionnelle, et Sylvia continue de lui parler télépathiquement, lui demandant s'il se souvient de ce qu'elle lui a dit. Il s'en souvient, et elle pense qu'il va bien s'en sortir. Il se sent encore triste de l'avoir perdu, et elle lui dit que le monde est rempli de tristesse, mais qu'il faut le changer avec un sourire. Il est certain qu'il ne peut pas faire cela, mais elle pense qu'il devrait maintenant être capable de le faire. Elle lui dit de faire un pas à la fois, et elle est convaincue qu'il peut le faire, puisqu'il a été le roi le plus fort. Il est surpris d'apprendre qu'elle savait cela, et elle lui demande de ne pas remplir son cœur de colère et de haine, espérant que sa nouvelle vie soit remplie de bonheur. Plus tard, nous voyons Arthur se réveiller dans un endroit inconnu, et il pleure en se rappelant les derniers mots de Sylvia. Juste à ce moment-là, il entend le cri d'une fille et réalise que quelqu'un est à proximité. Il se précipite en utilisant sa magie et couvre l'œuf qu'il a obtenu de Sylvia. Bientôt, il trouve la fille qu'il a entendue et remarque qu'elle a été capturée par un groupe de marchands d'esclaves. La fille est en réalité une elfe, et les marchands pensent qu'elle rapportera un prix élevé. Ils décident de partir avec leur butin, car cette forêt leur donne la chair de poule, et voyant cela, Arthur comprend qu'il prévoit de la vendre comme esclave. Il se souvient que quelque chose de similaire est arrivé à sa famille, et les marchands poussent la fille dans leur chariot. Arthur se met en colère en voyant cela et veut plus que tous les tuer, mais il se souvient des paroles de Sylvia et décide de ne pas laisser ses émotions négatives prendre le dessus sur lui. Ensuite, les marchands partent avec la fille et, la nuit venue, ils installent leur camp pour se reposer. On remarque qu'Arthur les a suivis et prévoit de laisser les marchands le mener à une ville humaine. Cependant, les salauds ne lui laissent pas réaliser son plan, car il prévoit de profiter de la fille avant de la vendre. Arthur comprend qu'il devra la sauver avant que quelque chose de malheureux n'arrive et décide d'attendre et de regarder jusqu'à ce que la fille soit en réel danger, tout en s'entraînant avec sa magie en attendant. La nuit, il se demande pourquoi les Louorn obéissent à ces marchands et remarque des colliers d'esclaves autour de leur cou. Il décide de les utiliser pour son offensive et les frappe avec des abricots, les envoyant dans une frénésie. Le chef des marchands ordonne à l'un de ses sous-fifres d'aller faire taire les loups, où d'autres bêtes vont les trouver, et le sous-fifre donne des coups de pied aux loups, leur disant qu'il serait peut-être mieux de les vendre. Juste à ce moment-là, Arthur passe à l'action, apparaissant derrière le sous-fifre avec une épée faite de magie, et il le tue dès qu'il se retourne. Il prend ensuite le couteau du bandit, et le chef vient voir ce qui prend autant de temps. Arthur utilise le couteau pour en finir avec lui, et il se sent épuisé, pensant que son corps n'est pas fait pour des combats longs. Un autre sous-fifre arrive alors pour vérifier, et Arthur l'attaque aussi, mais il n'arrive pas à l'achever, et son cri avertit le dernier des membres du groupe. Le sous-fifre dit au dernier membre de faire attention, car l'enfant est un mage, et il est surpris d'apprendre qu'un mage aussi jeune existe. Il se rend compte qu'il ne peut pas être négligent dans ce cas, mais il décide tout de même de capturer Arthur vivant, pensant qu'il rapportera un prix élevé, même plus que l'elfe. Il jette son couteau et décide de combattre Arthur avec sa magie, et il l'attaque, mais Arthur esquive, se précipite et donne un coup de pied au marchand, mais celui-ci esquive. Le marchand pense qu'il est plutôt bon, et Arthur décide d'utiliser le couteau qu'il a obtenu de Jasmine, mais le marchand le saisit. Il pense qu'Arthur a de bons tours et tente de l'attaquer avec sa propre arme, mais comme il ne veut pas le tuer, il utilise un coup de pied à la place. Il prend ensuite Arthur par les jambes, le retournant, et le regarde attentivement. Arthur utilise sa main pour enflammer ses jambes. Le marchand le jette rapidement et se met en colère, décidant de ne plus le prendre vivant. Il mentionne qu'il va juste vendre son cadavre à l'un de ses collectionneurs bizarres, mais Arthur utilise sa colère contre lui, le frappant à la tête avec un couteau. Cela le met hors de combat, et Arthur se dirige vers le sous-fifre blessé. Le sous-fifre supplie pour sa vie, mais Arthur lui rappelle que la fille lui avait demandé la même chose plus tôt et il le tue aussi. Il se dirige ensuite vers le chariot, enlève le bandeau sur les yeux de la fille, et son visage lui rappelle quelqu'un. Il lui dit que c'est maintenant sûr, et il la sort, lui disant qu'elle peut rentrer chez elle. Elle remarque qu'il est blessé, et Arthur pense que ce n'est rien pour lui, mais les enfants normaux seraient surpris de cela. Il réalise que c'est la première fois qu'il voit quelqu'un de son âge et lui demande de l'attendre pendant qu'il va couvrir les cadavres des marchands. Lorsqu'il revient, la fille lui demande ce que c'était, et il mentionne que ce n'est pas quelque chose à laquelle une enfant devrait se mêler. Elle lui rappelle qu'il est aussi un enfant, et il accepte, mais ne dit rien.
Elle lui demande ensuite ce qui est arrivé aux méchants qui l'ont kidnappé, et il lui dit qu'ils ont eu un accident chanceux. Il saute les détails et lui dit que tout est maintenant sûr, puis il décide de partir, volant les affaires des bandits, mais elle l'arrête. Elle lui demande de ne pas la laisser seule, car elle a peur, et il lui dit qu'il doit aussi rentrer chez lui. Il lui dit à nouveau que ses gars ne viendront plus après elle, mais elle se fâche contre lui de laisser une fille aussi mignonne seule. Cependant, il lui rappelle que cette forêt devrait être sûre pour une elfe. Elle se souvient que ses parents lui avaient dit qu'une enfant elfe comme elle serait immédiatement mangée par des fantômes d'arbres, et il lui demande si elle sait d'où elle vient. Elle pointe dans la bonne direction, et il remarque que c'est dans la direction opposée à celle où il doit aller. Il lui demande à quelle distance se trouve son village, et elle n'en a aucune idée, révélant qu'elle s'est perdue en poursuivant des insectes. Il trouve qu'elle est assez déraisonnable, se demandant si c'est ce à quoi les enfants sont censés ressembler, et se souvient qu'il n'était rien comme elle quand il était enfant. Il décide de ne pas la laisser seule et de l'accompagner chez elle, mais les loups l'inquiètent, car il ne sait pas comment les contrôler avec leur collier. Il décide de les tuer, mais la fille lui dit qu'il devrait les libérer, sinon ils vont mourir. Il accepte à contre-cœur et elle libère les loups, lui disant que les habitants de la forêt sont censés s'occuper des créatures qui y vivent. Les loups retournent immédiatement dans la forêt et ils commencent à voyager vers chez elle. Le lendemain, ils font une pause pour manger quelque chose, et pendant qu'ils campent, ils demandent à la fille son nom. Elle se présente comme Tessia Héralite, et il se présente aussi. Il lui donne quelque chose à manger, lui disant qu'elle devrait manger même si elle n'a pas faim, car ils ont un long chemin devant eux. Il se souvient que c'est exactement ce que Sylvia lui avait dit, et il pense qu'on a tendance à imiter le ton des autres. Tessia sent la nourriture, disant que ça sent bizarre, et il mentionne que c'est juste de la viande séchée bouillie dans du sel, donc c'est normal, et cela pourrait être meilleur s'il ajoutait des herbes. Elle en goûte un peu, découvrant que cela a aussi un goût aussi étrange que l'odeur, et elle souhaite manger quelque chose de sucré. Il pense qu'elle ferait un excellent exemple de comportement enfantin, et elle lui demande pourquoi il est venu dans la forêt d'Elchir. Il révèle qu'il a été séparé de sa famille, et elle se rend compte qu'il est perdu, tout comme elle. Ils reprennent ensuite leur voyage, et il lui demande comment c'est la vie dans le royaume des elfes. Elle mentionne que c'est amusant, et que ses parents sont toujours occupés, alors elle passe la plupart de son temps avec ses serviteurs ou son grand-père. Ils continuent leur route, voyageant loin et large, mais ils n'ont toujours pas trouvé de chemin menant à Eleanor. Lorsqu'ils font une pause, Arthur remarque qu'elle est entourée de quelques insectes lumineux, lui demandant ce qu'ils sont, et elle ne sait pas, mais elle mentionne qu'il y en a beaucoup à Eleanor, et qu'ils sont souvent utilisés comme marque. Elle en attrape un dans sa main, lui demandant s'il en veut un aussi, mais il refuse, cependant elle lui en met un sur l'oreille, disant que ça ressemble à un piercing. Il réalise que c'est ainsi que les enfants jouent, et ils continuent leur chemin. Tessia l'informe que dès qu'elle éveillera son noyau de mana, elle s'entraînera sous la direction de son maître, et il est surpris qu'on lui ait assigné un maître, lui demandant s'il n'y a pas de système scolaire dans son pays. Elle ne sait pas de quoi il parle, et il lui dit d'oublier ça. Il remarque alors qu'un des Hornwolves de l'autre jour les suit, et il pense qu'il n'aurait pas dû laisser ces créatures en vie. La nuit, il monte une tente, et il lui dit de dormir. Elle se demande ce qu'il va faire, et il mentionne qu'il restera de garde dehors. Elle comprend et entre dans la tente, et il pense que beaucoup de choses se sont passées aujourd'hui. Il regarde l'œuf qu'il a trouvé plus tôt, se demandant pourquoi Sylvia lui a donné ça. Tessia lui demande alors s'il est sûr de ne pas avoir besoin de dormir, et il lui assure que non. Elle lui dit que son grand-père lui avait conseillé de ne pas dormir avec un garçon, mais elle mentionne qu'elle ne lui en parlera pas, cependant il n'est toujours pas intéressé à dormir. Elle entre dans la tente, mais elle en sort rapidement, lui disant que les monstres vont le remarquer s'il reste dehors, et elle lui demande de venir à l'intérieur. Il réalise qu'elle a peur des fantômes, cependant elle prétend que c'est pour sa propre sécurité, lui demandant de garder la garde depuis l'intérieur de la tente. La scène coupe sur eux à l'intérieur, et elle lui dit que c'est pour sa propre sécurité, et qu'elle n'a pas peur du tout. Elle lui demande de ne pas sortir seule et de la suivre quand elle doit faire pipi aussi. Il comprend et lui demande de dormir. Elle ne le fait pas, s'interrogeant si tous les hommes du royaume humain sont des pervers et ont plusieurs femmes. Il se demande d'où elle a bien pu entendre ça, et elle mentionne que son grand-père lui en a parlé. Il lui répond qu'il doit bien y avoir des pervers parmi les elfes aussi, lui demandant si elle sait même ce que ce mot signifie, et elle ne le comprend pas entièrement. Il lui dit que seuls certains nobles ont plusieurs femmes, et elle s'endort. Il pense que c'est ça, avoir une petite sœur, et quand le matin arrive, remarque qu'ils se sont tous les deux endormis. Après un moment, ils reprennent leur voyage, et Arthur explique que Tessia commence à s'ouvrir à lui. Elle a aussi oublié les marchands d'esclaves et elle est plus joyeuse qu'avant. Maintenant, il commence à être nerveux en pensant à sa famille, et il veut aussi rentrer chez lui, mais, de manière inattendue, une douleur aiguë frappe son noyau de mana, et il ne peut plus bouger. Tessia part chercher des herbes médicinales bien qu'il lui demande de ne pas errer seul, et il s'appuie contre un arbre pendant qu'elle fait cela.
C'est alors que le Hornwolf de tout à l'heure arrive, et Arthur pense qu'il a un mauvais timing, et Tessia revient avec une herbe médicinale pour les douleurs d'estomac. Arthur lui demande de ne pas s'approcher, mais le loup dépose simplement le porcelet qu'il avait dans sa gueule et quitte les lieux. Tessia pense que c'est une récompense pour avoir été sage, et le soir, on les voit tous les deux manger la viande du porcelet. Ils apprécient tous les deux la viande, et Tessia lui montre qu'elle n'a pas trouvé d'herbe pour cuisiner, mais qu'elle a trouvé des champignons. Elle explique qu'ils sont pleins de nutriments et que les femmes à Eleanor en mangent beaucoup. Il en mange aussi, mais il se retrouve rapidement avec des problèmes de ventre, et elle s'excuse de lui avoir donné les champignons, disant qu'ils étaient peut-être un peu trop forts pour les hommes. La nuit, on les voit dans la tente, et Tessia mentionne que son grand-père lui disait toujours une histoire sur le royaume humain et la terre des nains avant qu'elle ne dorme. Elle a toujours voulu visiter ces endroits un jour, mais il y a des méchants dans chaque pays, et c'est pour cela qu'elle n'a pas pu réaliser ce vœu. Elle mentionne que les habitants d'Eleanor ne font confiance à personne à cause de cela, et que c'est particulièrement vrai pour les humains. Il n'est pas intéressé par cette conversation, et il s'endort simplement. Le lendemain, la douleur dans le noyau de mana d'Arthur persiste, mais ils continuent leur voyage, et il lui demande de ne pas s'inquiéter pour lui, car ils doivent être proches de son village maintenant. Il est en colère de ne pas avoir de pouvoir, et Tessia lui dit qu'ils se sont maintenant rapprochés, lui demandant s'il peut l'appeler Artie comme un ami. Il n'y voit pas d'inconvénient, et ils avancent. Tessia remarque alors le portail menant au village elfe, et Arthur est surpris de le voir, car il s'attendait à un village, et non à un portail. Elle entre dans le portail, lui demandant de venir aussi, et tous les deux sortent dans le village des elfes. Dès qu'ils entrent, ils sont entourés de soldats elfes, et ils capturent Arthur. Il regarde Tessia pour de l'aide, mais elle le fixe simplement avec une expression vide. Arthur pense alors qu'il a baissé sa garde à cause de l'innocence de Tessia, et il a oublié que chez elle, c'est la terre des elfes. Les soldats essaient alors de le tuer, et ils tentent de demander de l'aide à Tessia, mais elle se contente de le fixer. Il pense qu'il a baissé sa garde parce qu'elle l'a appelé son ami plus tôt, et il n'arrive pas à croire qu'il a été convaincu par de simples paroles. Il savait que c'était trop beau pour être vrai, et les soldats se préparent à le tuer, mais Tessia finit par les arrêter. Cependant, ils lui disent qu'il est l'un de ces humains atroces, donc ils ne peuvent pas le laisser vivre. Tessia révèle qu'il n'est pas du tout dangereux, et que c'est lui qui l'a sauvé. Les soldats ne la croient pas, pensant qu'il a dû lui laver le cerveau, mais le grand-père de Tessia apparaît à ce moment précis et il arrête les soldats. Tessia va alors vérifier comment va Arthur, et elle informe les autres qu'Arthur n'est pas un mauvais humain. Son grand-père mentionne que c'est une réaction normale, car un humain barbare se trouve devant eux, et il se présente comme Virion Héralite, l'ex-roi d'Eleanor. Il remercie Arthur d'avoir sauvé sa petite fille, la princesse d'Eleanor. Arthur est surpris d'apprendre qu'elle est la princesse, et Virion se demande si elle ne lui en a pas parlé. Elle se souvient qu'elle ne lui a pas dit, et il pense qu'il n'a perçu aucun indice de royauté chez elle. Juste à ce moment-là, les parents de Tessia arrivent et elle court vers eux. Elle pleure en les serrant dans ses bras, leur disant qu'ils lui ont manqué, et Arthur réalise qu'ils sont le roi et la reine de cette nation. Son père se demande ce qu'un humain fait ici, demandant à ses soldats de l'appréhender immédiatement, mais Virion révèle que c'est lui qui les a arrêtés, car, bien qu'il soit un barbare, c'est lui qui a sauvé Tessia et l'a ramené ici. Tessia demande aussi à ses parents de ne pas être trop sévères avec lui, car c'est lui qui l'a sauvé, et elle leur dit qu'il devrait plutôt l'inviter au château. Son père n'est pas sûr de cela, mais elle insiste et demande à Arthur de venir avec elle, mentionnant qu'elle va faire préparer de bons encas par ses cuisiniers. Il hésite à la suivre, et elle demande à son père si c'est acceptable, mais avant qu'il ne réponde, elle le pousse, le forçant à dire oui. Virion dit alors à Arthur qu'il devrait parler plus tard, et Arthur a l'impression de posséder un pouvoir mystérieux. Tessia entraîne ensuite Arthur loin de là, et elle se promène avec lui dans la ville. En marchant, il observe la nation des elfes et remarque que c'est assez différent des villes humaines. En se promenant, tous les elfes le regardent, et il se dit que tout est exactement comme il l'a lu dans les livres. Les elfes et les humains sont en désaccord à cause des guerres passées, et il trouve difficile de croire qu'ils puissent être témoins d'une telle ville étrange. Il pense que Tessia est aussi assez particulière, et il se souvient de l'expression vide qu'elle avait plus tôt. Il se demande pourquoi elle a agi ainsi, et sa poitrine commence à lui faire mal à nouveau. Il refuse de baisser sa garde à nouveau, et après, ils arrivent au palais. Tessia est accueillie par ses servantes dès son arrivée, et elle présente Arthur à tout le monde comme son sauveur, leur demandant de lui offrir la meilleure hospitalité possible. Ils sont hésitants à ce sujet, mais elle leur dit de ne pas s'inquiéter, car il n'est pas un mauvais humain, et Arthur n'est pas sûr qu'il soit convaincu par cela. Elle lui demande ce qu'il devrait faire en premier, et il répond que, avant de jouer ou de faire quoi que ce soit, ils devraient tout raconter à leurs parents sur ce qu'ils ont traversé jusqu'à présent. Ses parents sont d'accord, et ils se rendent dans une pièce pour discuter. Nous remarquons que tout le monde est assis pendant qu'Arthur reste debout, et il se demande si c'est correct que Tessia soit là. Elle mentionne que tout va bien, et elle lui dit qu'il devrait aussi s'asseoir. Il s'assoit alors, et Tessia demande aux serviteurs d'apporter du thé et des encas. Ils le font, et ils se demandent si tout cela est vraiment correct.
le père de Tessia se présente comme Alduin Héralite, et sa mère se présente comme Maëria l'Héralite. Arthur se présente aussi, et il révèle qu'il est né dans un village pauvre du royaume de Sapin. Il mentionne que, dans des circonstances normales, il ne serait pas autorisé à se présenter devant la royauté, encore moins celle des elfes. Cependant, il est reconnaissant de cette opportunité, et Alduin pense qu'il semble bien éduqué pour quelqu'un qui est né pauvre. Arthur sait que son introduction était un peu excessive, mais il sait que les choses ne progresseraient pas si on le traitait comme un enfant. Il lui demande alors ce qui s'est passé, et il parle directement du fait qu'il a été séparé de sa famille lors de l'attaque des bandits, mais il ne leur dit pas tout. Il parle ensuite de sa rencontre avec Tessia, et Alduin se met en colère en entendant que sa fille a été capturée par des trafiquants d'esclaves. Il pense que les humains sont vraiment barbares, et Arthur lui informe que le métier de trafiquant d'esclaves n'est pas défini par la race. Virion pose alors la question du jour, lui demandant comment il a réussi à sauver Tessia après qu'elle ait été capturée par les trafiquants d'esclaves, étant donné qu'il est juste un enfant. Il se demande s'il a négocié avec eux ou s'il a supplié pour obtenir leur clémence, mais Arthur révèle qu'il est un mage et qu'il a utilisé la magie pour les éliminer. Ils ont du mal à le croire, et les soldats pensent qu'il ment totalement, dégainant leurs épées pour mettre fin à sa vie, pensant qu'il a dû tromper la princesse pour infiltrer leur terre. Virion leur dit de ranger leurs épées, et Tessia mentionne qu'il ne ment pas, car elle a bien été enlevée par des trafiquants d'esclaves. Elle les a même entendus parler de la vendre, et sa mère la serre dans ses bras, heureuse qu'elle aille bien. Alduin décide de le croire, et Arthur mentionne qu'il a une demande à lui faire. Il lui rappelle qu'il a été séparé de ses parents, et son seul souhait est de les retrouver. Alduin comprend qu'il veut que les elfes le renvoient auprès de sa famille en récompense d'avoir sauvé Tessia. Il lui dit que ce n'est pas possible, car les elfes et les humains se détestent, mais Arthur mentionne que c'est précisément pour cela qu'il demande cela, car il est sûr que les elfes ne se comporteront pas de la même manière que les humains barbares qu'il déteste tant. Virion pense qu'il a un bon argument, mais Alduin n'est pas sûr que les préjugés entre humains et elfes soient faciles à effacer. Cependant, Tessia lui lance un regard menaçant, et Alduin envisage d'envoyer Arthur chez lui, révélant que la porte de téléportation menant au royaume de Sapin ne peut être utilisée qu'une fois tous les 7 ans, après qu'une réunion des chefs des 3 tribus ait eu lieu, et qu'il reste encore 5 ans jusqu'à la prochaine réunion. Arthur ne peut pas attendre aussi longtemps, et Alduin mentionne qu'ils ne peuvent pas non plus garder un humain ici aussi longtemps, donc il va faire escorter Arthur jusqu'au royaume de Sapin. Arthur le remercie pour cela, et il est heureux de pouvoir enfin rentrer chez lui. Juste à ce moment-là, sa poitrine commence à lui faire mal à nouveau, et Alduin lui dit de se reposer, et qu'il aura une escouade pour l'escorter jusqu'au royaume de Sapin demain. Par la suite, nous voyons Arthur en train de se baigner dans sa chambre, et il pense que la douleur dans sa poitrine s'aggrave de minute en minute. Il se demande ce qui pourrait la causer, et il demande à Sylvia de lui montrer un moyen de résoudre cela. Nous le voyons ensuite sur le balcon, à prendre de l'air frais, et cela apaise la douleur dans sa poitrine. Il pense qu'il devra faire quelque chose à propos de cette douleur, et la première étape consistera à en trouver la cause. Il remarque ensuite la famille de Tessia sur un autre balcon, et en les voyant, il se demande si ses parents sont en sécurité. Il est sûr qu'ils doivent l'être, car ils ne sont pas du genre à mourir aussi facilement, et il lui manque. Il se demande s'ils vont lui sourire, tout comme les parents de Tessia, lorsqu'ils se réuniront avec lui, et il n'en est pas sûr. Tessia le remarque alors, et plus tard, lorsqu'il se promène autour du balcon, elle vient à sa rencontre. Il se demande s'il a interrompu son moment de princesse gâtée, et elle espère qu'il ne va pas la taquiner ainsi. Elle s'excuse pour l'impolitesse que sa famille lui a montrée, et il répond que ce n'est pas grave, car cela montre simplement combien sa famille se soucie d'elle. Il lui dit qu'elle devrait simplement agir comme une princesse gâtée et se faire dorloter par eux, et elle pense qu'il la taquine encore, certaine qu'il va aussi recevoir le même traitement une fois qu'il retrouvera sa famille. Il se demande si elle pense vraiment que ce sera le cas, et il déclare qu'ils ont été attaqués à cause de lui, et qu'il leur a causé beaucoup de problèmes. Il se demande s'ils vont encore lui manquer de ne pas être chez eux, et elle lui assure qu'ils vont. Elle mentionne qu'elle commence déjà à lui manquer, car il partira pour sa maison demain, et des sphères de lumière apparaissent autour d'eux. Arthur les fixe, se rappelant de ses parents, et il se demande contre quoi il a combattu tout ce temps. Tessia interrompt ses pensées, lui disant que ce sont des fleurs appelées Bellflower des Lucioles, et qu'elle les adore. Il se rappelle alors l'expression vide qu'elle avait lorsqu'il a été capturé plus tôt, et il pense qu'il a peut-être trop réfléchi à tout cela. Il s'excuse auprès de Tessia à ce sujet, et il lui dit qu'il aime aussi cette fleur. Juste à ce moment-là, quelque chose tente d'attaquer Tessia, et il se met en garde. Il poursuit la créature en utilisant sa magie, et il l'attaque, remarquant que ce n'est que Virion. Arthur lui demande s'il essayait de tuer sa propre petite fille, et Virion se demande s'il pourrait vraiment tuer quelqu'un avec l'arme qu'il tenait dans la main. Arthur remarque qu'il n'avait que des fleurs lumineuses dans la main, et Virion est surpris qu'il ait bloqué son attaque et réagit instantanément. Il se rend compte qu'Arthur a réellement combattu ces trafiquants d'esclaves, et Arthur comprend qu'il l'a attaqué juste pour vérifier cela. Tessia lui demande d'arrêter de harceler Arthur, lui disant qu'il n'est pas comme les humains qu'il semble détester, et Virion révèle qu'il n'est pas venu jusque-là pour l'embêter.
Il mentionne que cela fait longtemps qu'il n'a pas rencontré quelqu'un d'aussi intéressant qu'Arthur, et il lui donne une épée en bois, lui disant qu'il devrait avoir un duel. Il met de côté Tessia en utilisant sa magie, et Arthur commence à attaquer Virion avec son épée. Virion réussit à esquiver toutes ses attaques, et Arthur pense qu'il est fort. Il utilise de la mana pour accélérer ses mouvements, mais Virion est encore plus rapide que cela, et après quelques échanges, il brise l'épée d'Arthur en morceaux. Un des morceaux vole vers Tessia, mais Arthur la sauve en modifiant sa trajectoire, et il attaque Virion avec de la magie du feu. Virion parvient à bloquer avec sa magie, et Arthur pense que ses yeux ressemblent à ceux des bêtes qui se battent uniquement par instinct. Il devient sérieux, et il parvient à toucher Virion, le choquant. Il mentionne qu'il devrait commencer le deuxième round maintenant, mais Tessia lui pince les fesses, lui demandant d'arrêter de harceler Arthur. Elle mentionne qu'il devrait savoir comment se retenir, et il déclare que s'il le faisait, Arthur le harcèlerait maintenant. Arthur pense qu'il est juste humble, et il dit à Virion que c'est un honneur d'être surestimé par lui. Virion lui dit qu'il devrait devenir son disciple s'il pense vraiment cela, et Arthur lui demande s'il est sérieux. Il est totalement sérieux, mais Arthur mentionne qu'il n'a pas encore eu la chance d'informer ses parents qu'il allait bien, et Virion se demande ce qu'il ferait s'il lui disait qu'il existe un moyen pour lui d'informer ses parents qu'il va bien. Arthur se demande quoi faire, et avant qu'il puisse en arriver à une conclusion, sa poitrine recommence à lui faire mal. La douleur le fait tomber à genoux, et en le voyant, Virion se rend compte qu'il a hérité de la volonté d'une bête. Il lui dit de devenir son disciple ou il mourra à cause de cette douleur. La scène coupe alors sur Arthur qui rêve qu'un monstre sort de lui, et il se demande si ce monstre représente son anxiété, ou le poids de sa responsabilité. Avant qu'il ne puisse en comprendre la signification, Tessia le réveille, lui disant de se sortir les fesses du lit. Il lui demande de le laisser dormir un peu plus, la qualifiant de monstre de cauchemar, ce qui la met en colère, et elle lui ordonne de se réveiller immédiatement, car son grand-père l'attend. Elle le traîne hors du lit, et pendant qu'il se change, elle lui demande s'il est vrai qu'il va rester ici. Il n'en est pas sûr, et il mentionne qu'ils vont le découvrir une fois qu'il reviendra de ce voyage. Il l'appelle princesse, ce qui la rend furieuse, et elle lui demande de ne plus jamais l'appeler ainsi. La scène coupe alors sur Arthur et Tessia quittant le palais, et il remarque Alduin et Myrial essayant de convaincre Virion de ne pas laisser Arthur rester ici. Alduin mentionne que laisser un humain rester ici va à l'encontre de leur tradition, et il se demande pourquoi son père insiste pour le garder avec eux. Virion répond qu'il a simplement pris goût à sa présence, et Tessia intervient dans la conversation, rappelant à son père qu'Arthur lui a sauvé la vie. Alduin dit qu'il est reconnaissant pour cela, et lui demande de se taire, car cela ne la concerne pas. Virion interrompt la conversation, et il demande à Arthur et Tessia de venir avec lui. Ils partent en calèche, et après un moment, Arthur lui demande combien de temps cela va prendre pour qu'ils atteignent son mystérieux ami, en parlant de Virion comme de son grand-père. Virion pense qu'il est un peu trop détendu, et Arthur mentionne qu'il va peut-être devoir ajuster son attitude en fonction de la suite. Virion lui permet de l'appeler grand-père, et on remarque que Tessia est endormie. Virion explique qu'elle s'est réveillée tôt ce matin parce qu'elle était curieuse de savoir ce qui allait lui arriver. Il précise qu'en tant que seule héritière du trône, elle a vécu une vie isolée jusqu'à présent, et que son cœur a été brisé par des amis superficiels parmi les adultes et les enfants. C'est pourquoi elle n'a généralement pas tendance à se rapprocher des autres, et garde toujours ses murs émotionnels, mais dès qu'elle est avec lui, elle sourit naturellement. Il n'a pas vu un sourire comme celui-là depuis longtemps, et il remercie Arthur pour cela. Arthur est surpris qu'il soit prêt à remercier un enfant comme lui, et il pense qu'il peut faire confiance à cet homme. Ils arrivent ensuite chez son ami, et Arthur se demande qui est ce mystérieux ami. Il pense que cette personne doit être spéciale si l'ancien roi est prêt à voyager aussi loin pour la rencontrer, et Virion frappe à la porte, demandant à la vieille sorcière de l'ouvrir. Elle le fait, et elle lui dit de ne pas crier, car elle entend très bien. Virion la présente comme son ancienne amie, Rhenia d'Arcassan, et il mentionne qu'elle est une sorcière aux compétences uniques. Arthur réalise que cela signifie que ses sorts ne relèvent pas des 4 éléments classiques, et qu'elle est comme sa mère. Virion ajoute qu'elle est prête à l'aider dans son souhait, et Arthur la salue. Ils entrent à l'intérieur, et il remarque que sa maison est remplie de livres. Arthur se demande comment elle va l'aider, et il s'assoit. Arthur mentionne alors qu'on lui a dit par grand-père qu'elle allait l'aider à contacter sa famille, et en l'entendant l'appeler grand-père, elle pense qu'il est assez tendre avec lui. Elle révèle qu'elle est une voyante, et elle remarque qu'Arthur est spécial d'une manière qu'elle ne comprend pas, car il y a quelque chose en lui qu'elle ne peut même pas voir. Elle peut voir des morceaux de son passé et de son futur, mais elle sait qu'il n'est pas venu ici pour une prophétie. Elle lui demande s'il veut voir ses parents et leur dire qu'il va bien. Il accepte, et elle lui demande de regarder de près dans le bassin d'eau devant lui. Il le fait, et elle lui dit de se concentrer, et de se concentrer sur l'image de ses parents. Se souvenir d'eux aussi clairement qu'il le peut, et pendant qu'il fait cela, elle lance sa magie. Elle dit qu'il devrait leur parler dès qu'il pourra les voir, et imagine ses parents, se souvenant de leurs traits et de leur apparence. Pendant ce temps, on voit ses parents prendre leur déjeuner, et Reynolds remarque qu'Alice a préparé un ragoût.
Elle mentionne que c'est le favori d'Arthur et d'elle-même, et il se rappelle qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Arthur. Alice se souvient de comment elle pleurait et voulait courir après Arthur après qu'il soit tombé du précipice, et on voit qu'après avoir perdu son fils, Reynolds a été pris par le chagrin et s'est adonné à l'alcool. Ses amis l'ont littéralement ramené à la raison, et il s'en voulait pour la mort de son fils, pensant qu'Arthur n'était mort que parce qu'il lui avait dit de protéger sa mère. Ses amis l'ont réconforté, et lui ont fait comprendre que ce n'était pas de sa faute, et plus tard, il a réconforté sa femme. Ils sont ensuite arrivés dans une nouvelle ville, et Arthur s'est trouvé un nouveau travail et une nouvelle maison pour sa famille. De retour dans le présent, il pense que s'il n'avait pas dit à Arthur de protéger Alice et le bébé, il serait peut-être encore en vie, et il pleure sur sa mort. Juste à ce moment-là, ils entendent la voix d'Arthur dans leur tête, l'appelant, et il leur dit qu'il est en vie et en bonne santé. Il est avec les elfes dans le royaume d'Eleanor, et il utilise une magie spéciale pour les contacter. Il dit qu'il veut revenir dès qu'il le pourra, mais qu'il ne peut pas, car il y a quelque chose qui ne va pas dans son corps, et il a besoin de traitement. Il leur dit de ne pas s'inquiéter, car ce n'est rien de grave, et il leur promet qu'il reviendra dès qu'il ira mieux. Il leur demande de ne pas se blâmer pour ce qui lui est arrivé, et il pleure de joie en apprenant que leur fils est vivant. Il mentionne qu'il ne sait pas quand il pourra les contacter à nouveau, mais il espère qu'ils prendront soin d'eux-mêmes, et ils sont heureux de savoir que leur fils va bien. Il leur dit qu'il les aime, et la magie se dissipe. Arthur est heureux que ses parents aillent bien, et il décide qu'il ne les inquiétera plus jamais de cette manière. Il demande ensuite à Virion de le prendre comme apprenti. Plus tard, nous voyons Tessia essayer de convaincre ses parents de laisser Arthur rester ici. Elle mentionne qu'il lui a sauvé la vie 2 fois, et s'il le chasse, les gens vont penser que les elfes sont ingrats. Alduin comprend et espère qu'il n'y aura pas de problème. Virion lui dit d'informer les gens qu'Arthur sera sous sa tutelle directe et que si quelque chose arrive, ce sera sa responsabilité. Plus tard, Alduin présente des excuses à Arthur pour son comportement rude plus tôt et mentionne que rester assis sur le trône si longtemps semble l'avoir rendu rigide dans ses habitudes. Arthur ne s'en soucie pas et Alduin l'accueille officiellement comme l'ami de sa fille et le premier apprenti humain de son père. Merial espère qu'il acceptera leurs excuses et qu'il considérera cet endroit comme sa propre maison. Arthur trouve que ce changement d'attitude est très soudain. Il remarque Tessia et Virion en arrière-plan et réalise qu'Alduin est trop mou avec sa fille et qu'il ne peut pas s'imposer face à son père, ce qui explique ce changement d'attitude. Arthur accepte leur bonne volonté et Tessia dit à son père que s'il est vraiment désolé, il devrait lui permettre de faire visiter la ville à Arthur et de jouer dehors, ce qu'il accepte. La scène coupe ensuite sur Tessia et Arthur dehors en ville. Arthur pense que c'est la première fois qu'il visite une ville elfique. Il y a beaucoup de choses qu'il trouve fascinantes, et Tessia essaie de l'emmener dans un bazar qui vend des friandises. Elle se dépêche car il risque de manquer les ventes, et il croise un noble nommé Ferry Tifsar II. Il est dégoûté d'être touché par un humain et mentionne que le seigneur Virion a peut-être pris goût à lui, mais ce n'est pas un endroit pour un humain. Les autres avec lui demandent aussi à Arthur de retourner d'où il vient, et Arthur pense qu'il n'a jamais vu un parasite aussi prévisible. Tessia lui dit d'ignorer ces personnes et de continuer, mais Arthur semble avoir développé un goût pour les taquineries et ne veut pas partir. Ferry dit alors à la princesse qu'il est impressionné par sa magnanimité, mais qu'elle ne devrait pas fraterniser avec un humain, sinon cela nuira à sa réputation. Il lui demande de le laisser l'escorter, mais elle ne veut pas. Arthur se moque alors du nom de Ferrite, prétendant l'avoir mal entendu. Cela énerve Ferrite, et Arthur fait semblant d'être humble envers lui, déclarant qu'il le traitera respectueusement à partir de maintenant. Il essaie de partir, mais Ferrite l'arrête, déclarant qu'il n'est pas assez bête pour ne pas comprendre le sarcasme, et Arthur est choqué de voir qu'il n'est pas si stupide. Ferrite défie Arthur en duel pour sauver son honneur de noble, et Tessia intervient en lui disant qu'il devrait savoir qu'il ne faut pas défier l'apprenti de son grand-père. Ferrite mentionne que son père lui a appris à ne pas accepter les insultes de personne, et il demande à Arthur s'il accepte le duel ou s'il va juste fuir. Il ajoute que s'il refuse, cela reflétera aussi mal sur son maître. Arthur se demande si un duel est quelque chose de plus sérieux dans ce pays. Il remarque que tout le monde autour de lui les regarde, et Ferrite prend son silence pour un signe qu'il accepte le duel. Il demande à Tessia de présider, et elle signale le début du duel lorsque les deux parties sont prêts. Ferrite charge droit sur lui, et Arthur le bête d'un seul coup de poing. Il remarque que Ferrite est évanoui, et il se demande s'il a peut-être été un peu trop fort avec lui. Tessia savait que cela allait arriver, et c'est pourquoi elle l'avait averti de ne pas faire cela. Elle prend Arthur avec elle et s'enfuit. Ensuite, ils passent leur journée à visiter différents endroits de la ville, et après un moment, ils s'arrêtent pour faire une pause. Tessia se souvient qu'Arthur commencera son entraînement dès demain, et elle lui demande s'il est impatient. Il dit que oui, et il se souvient que Virion lui avait dit que son entraînement n'était pas pour les âmes sensibles, et que l'entraînement pour dompteur de bêtes avait été comparé à être plongé dans du goudron bouillant. Il avait mentionné qu'Arthur avait choisi de rester dans cette terre sans le soutien de sa famille, mais que c'était la partie facile. À partir de maintenant, même sa vie quotidienne nécessitera de la diligence, mais s'il réussit à tout supporter, il aura beaucoup à gagner.
Il lui avait encore demandé s'il était prêt, et Arthur lui avait répondu que oui. Virion lui avait ensuite demandé de ne pas se soucier de son noyau de mana pour l'instant, et dans le présent, il dit à Tessia qu'il est vraiment excité pour son entraînement. Il mentionne qu'il a traversé beaucoup de choses pour arriver là, et que ce fut un voyage excitant parce qu'il choisit son propre avenir. Tessia est d'accord avec lui et dit qu'elle va aussi travailler dur. Il se demande dans quoi elle va travailler dur, et elle répond qu'elle travaillera dur dans tout ce qu'elle fait, et qu'elle mettra autant d'efforts que lui. Elle dit alors qu'il devrait manger quelque chose, car elle a faim, et il lui rappelle qu'elle vient juste de manger, mais il la suit. La scène coupe ensuite à Virion qui commence l'entraînement d'Arthur le lendemain, et Arthur se souvient de toutes les difficultés qu'il a endurées pour arriver à ce point. Il décide de mettre cela de côté pour l'instant et de se concentrer sur son avenir, car il a le sentiment que cela va être excitant. Plus tard, nous voyons que 3 ans ont passé, et Tessia réveille Arthur comme d'habitude, mais il refuse de bouger. Elle le blesse un peu avec de la magie dans ce cas, et cela le réveille instantanément. Il lui dit qu'elle devrait être plus douce, et elle mentionne qu'elle a essayé d'être plus douce, mais il ne l'écoutait pas. La scène passe ensuite aux parents de Tessia qui partent pour une réunion, et son grand-père discute avec eux. Pendant qu'elle regarde cela, Tessia donne à Arthur un burger à manger pour le petit déjeuner, disant que c'est elle, une jolie demoiselle, qui l'a fait. Il ne sait pas de quelle jolie demoiselle elle parle, ce qui la met en colère. Plus tard, on voit Virion qui attend pour les entraîner, et Arthur et Tessia arrivent en se disputant à propos de ce qui vient de se passer. Virion pense qu'ils n'auront pas besoin d'échauffement, et il leur donne des épées en bois, disant qu'ils devraient commencer l'entraînement. Tous les deux s'entraînent alors avec les épées un moment, et Virion pense qu'ils sont prêts à passer à l'étape suivante. Ensuite, on voit que Tessia est fatiguée, et Virion aide Arthur à revoir ce qu'ils ont appris jusqu'à présent sur la magie. Il explique qu'une fois que l'on stabilise son mana, on peut obtenir l'un des éléments, feu, eau, terre ou vent, et que l'élément appris dépend de la race à laquelle on appartient. Les elfes ont l'élément vent, les nains sont meilleurs avec la terre et le feu. Les humains peuvent manipuler les 4 éléments, et les autres races sont meilleures avec le feu et la terre. Arthur est surpris que les humains puissent manipuler les 4 éléments, et Virion explique que même ainsi, chaque humain a une affinité pour un élément en particulier, qu'il maîtrise mieux que les autres. Dans de rares cas, quelqu'un peut avoir une affinité pour plusieurs éléments. Tessia demande à son grand-père pourquoi Arthur n'a pas entraîné son corps en même temps qu'il utilisait la magie comme elle l'a fait. Virion dit que c'est parce qu'il est faible, et il explique que le noyau de mana d'Arthur contient une volonté de bête et une grosse. Il détaille que cette volonté de bête dérègle l'équilibre entre la chair et le noyau de mana, ce qui lui cause de la douleur. Virion ajoute qu'ils devront d'abord assimiler son mana à son corps, et Tessia taquine Arthur parce que son grand-père l'a appelé faible. Elle pense qu'il vaudrait peut-être mieux qu'elle arrête de le battre. Arthur explique qu'on dit qu'un elfe a un grand potentiel s'il éveille son mana avant l'âge de 10 ans, mais Tessia a réussi à le faire à 9 ans. Depuis, elle apprend à se battre et a commencé à s'entraîner un peu avec lui il y a peu. Plus tard, Virion décide d'éveiller la volonté de bête à l'intérieur du corps d'Arthur, et il dit que si cela réussit, Arthur ne souffrira plus. Il deviendra un véritable dompteur de bêtes, et Arthur comprend. Virion couvre alors sa main de mana et explique qu'il va déclencher un feu dans le noyau de mana d'Arthur. Tessia se demande si ce sera sûr, et Virion la rassure en disant que ce ne sera qu'une sensation de chaleur. Quand Arthur est prêt, Virion déclenche le feu dans son noyau de mana, et Arthur commence à ressentir une douleur insupportable, criant fort. Il émet beaucoup de mana, déchire ses vêtements et souffle Virion et Tessia. Lorsqu'il se calme, Virion se demande ce qui s'est passé, et Tessia va le voir et découvre qu'il s'est évanoui. Le soir, on voit Arthur se réveiller dans une chambre du château, et il trouve Virion à son chevet. Il lui demande comment il se sent, et Arthur répond qu'il va bien. Virion se demande s'il sait pour sa volonté de bête, et Arthur révèle qu'elle lui a été donnée par un dragon. Virion est choqué et lui demande de ne le dire à personne, car la volonté d'un dragon peut attirer des conflits indésirables. Arthur comprend, et remercie Virion de s'inquiéter pour lui. Virion l'informe ensuite qu'il doit rentrer chez lui dans 4 mois, ce qui surprend Arthur car il devait revenir 2 ans plus tard. Virion explique qu'un échange de jeunesse a commencé entre les 3 royaumes, et que pendant cette période, l'entrée de la ville de Xyrus sera ouverte. Arthur réalise que c'est ce dont les parents de Tessia parlaient avec Virion tout à l'heure, et Virion se demande pourquoi il a l'air si triste alors qu'il va revoir ses parents. Arthur est content, mais il n'est pas sûr de vouloir dire au revoir à tout le monde ici si vite. Virion lui conseille de dormir, car il va l'entraîner encore plus dur dès demain. Arthur lui demande s'ils ont dit ça à Tessia, et Virion pense que Tessia le sait déjà. On remarque que ses parents lui ont parlé de ça, et la nuit, Arthur pense que 4 mois c'est très court. À ce moment, l'œuf à côté de lui commence à bouger, puis éclot. Un bébé dragon en sort, et Arthur remarque qu'il est assez mignon. Il le prend dans ses bras, confirmant que c'est vraiment un dragon.
Le dragon est d'abord docile, puis il le mord. Juste après, un genre de sceau apparaît sur le bras d'Arthur là où il a été mordu, et il peut maintenant entendre la voix du dragon directement dans sa tête, même si le dragon ne peut que émettre des petits couinements. Arthur lui demande de l'appeler papa, et le dragon fait de son mieux pour l'appeler ainsi. Arthur décide de l'appeler Sylvie, en référence à Sylvia, et le petit dragon aime ce nom. Il regarde maintenant le sceau sur sa main, pensant que ça doit avoir une signification. Il n'arrive pas à croire qu'il soit devenu père à 8 ans, et lui et le dragon s'endorment. Le lendemain, Tessia vient le réveiller, et remarque le dragon sur son lit. Elle le prend dans ses bras, et le dragon couine, réveillant Arthur. Arthur remarque que rien d'important ne se passe, et décide de se rendormir, mais le dragon lui demande son aide pour se libérer. Ensuite, on voit les trois partir s'entraîner, et Sylvie veut de nouveau câliner le dragon en chemin, mais celui-ci ne vient pas vers elle. Il rencontre Virion, qui est surpris de voir le dragon sur la tête d'Arthur. Arthur confirme que c'est un dragon, et Virion est choqué. Arthur raconte comment il est né de l'œuf, et Virion lui conseille de dire que c'est une bête de mana rare, car personne ne croira à l'existence d'un dragon. Arthur comprend, et Virion lui dit que maintenant qu'il s'est éveillé comme maître des bêtes, il devra entraîner à la fois son noyau de mana et son noyau de bête. Il explique que le meilleur moyen est de se battre, et il utilise une technique, s'entourant d'une brume noire. Sa nouvelle forme ressemble à un démon, et il dit à Arthur qu'ils peuvent commencer. Arthur essaie de se défendre, mais n'arrive pas à suivre la rapidité des mouvements de Virion. Il ne sait même pas où il est, et il abandonne. Virion apparaît derrière lui, et Arthur dit que sa nouvelle apparence lui donne la chair de poule. Il ajoute que les mouvements de Virion étaient excellents, mais qu'il ne sentait pas sa présence du tout. Virion explique que la panthère de Londres est un sort qui manipule très bien le vent et le son, mais que ça lui prend beaucoup d'énergie. Virion donne alors à Arthur une épée en bois, et il mentionne qu'ils devraient commencer leur véritable entraînement. Quelques jours passent, et Arthur explique qu'il a atteint le niveau de maîtrise de la volonté de la bête. On le voit ensuite faire un combat d'entraînement avec Virion, et il pense que la douleur dans sa poitrine a cessé depuis qu'il a commencé à utiliser sa volonté de la bête. Il explique qu'il a bien entraîné son corps ces derniers jours, et pendant son temps libre, il s'est détendu comme un enfant. Ensuite, on voit Tessia et Arthur en ville, et Tessia est en colère contre lui parce qu'il l'a battu à un jeu de société. Il lui demande de se remonter le moral, et à ce moment quelqu'un bouscule Arthur. On remarque que c'est Ferit, qui reconnaît Arthur, mais Arthur a déjà oublié qui il est. Ferit lui rappelle qu'il est le noble dont Arthur a ignoré le duel, puis qu'il l'a battu avec un coup bas. Il décide de faire se souvenir Arthur de qui il est en le défiant à un autre duel, et Arthur bat rapidement Ferit. Même les amis de Ferit sont habitués à ça maintenant, et Arthur salue chaleureusement Ferit après l'avoir vaincu, l'aidant à se relever. Cela fait réaliser aux amis de Ferit qu'ils voulaient simplement se lier d'amitié avec Arthur, et ils disent à Arthur qu'il peut simplement l'appeler Féfé, car c'est ainsi que ses amis l'appellent. Ferit demande à ses amis de ne pas lui dire ça, et Arthur se demande si Ferit participe à l'échange culturel des jeunes des trois royaumes. Ferit révèle que oui, disant qu'ils ont été choisis comme ambassadeurs de bonne volonté, mais ses amis expliquent que tous les enfants de haut rang social y vont. Arthur demande à Tessia si elle y participera aussi, et Ferit dit qu'évidemment non, car ils ne veulent pas que la princesse fragile se perde à nouveau. Tessia s'énerve en entendant cela et frappe Ferit, l'envoyant voler, lui montrant qu'elle n'est pas du tout fragile. Comme cela met Ferit KO, et que tout le monde les regarde, Arthur s'enfuit avec Tessia. Ensuite, on les voit seuls, et Arthur lui dit qu'une princesse ne devrait pas battre ses sujets. Il lui dit qu'elle devrait plutôt agir comme une princesse, et il pense qu'il n'aurait pas pu dire cela dans sa vie passée. Tessia dit qu'elle est juste triste qu'Arthur rentre chez lui et ne puisse pas participer à l'échange culturel comme les autres. Elle pleure, lui demandant pourquoi il se fâche contre elle comme son père, puis elle s'enfuit en l'appelant vieux. La nuit, on voit Tessia pleurer seule dans sa chambre, et Arthur vient à la fenêtre avec quelques clochettes lucioles. Il lui demande si elle veut aller dans la forêt, et il lui met une des clochettes dans l'oreille comme une boucle d'oreille. Ensuite, on les voit dans la forêt, et Tessia se demande s'ils vont bien s'en sortir, car ils ont été avertis de ne pas rentrer ici. Arthur dit qu'ils pourront juste courir s'ils croisent des kidnappeurs, et il lui montre les loups à cornes qu'ils ont sauvés plus tôt. Elle est contente de voir qu'ils vont bien, et on les voit camper dans la forêt. Tessia commence à avoir sommeil, mais elle ne l'admet pas quand Arthur le remarque, puis elle s'endort de nouveau. Cette fois, elle prend un arbre proche pour un fantôme dans son demi-sommeil, et elle crie. Arthur réalise qu'elle a toujours peur des fantômes, mais elle refuse de l'admettre. Il fait remarquer qu'elle tremble, mais elle dit que c'est à cause du froid, et elle met plus de bois dans le feu. Elle lui demande ensuite quel genre d'endroit est le royaume des humains, et il n'en sait pas vraiment grand-chose. Tessia souhaite qu'il puisse rester ici pour toujours, et avant qu'il ne puisse répondre, il remarque qu'elle s'est endormie. Ensuite, on voit que 4 mois sont déjà passés,
et Arthur fait ses bagages pour quitter le royaume des elfes. Alors qu'il s'apprête à partir, Virion lui donne une boussole, pour qu'il ne perde plus jamais son chemin, et il mentionne que la boussole porte aussi le blason d'Éralith, ce qui l'aidera s'il décide de revenir ici. Arthur le remercie, et Virion lui chuchote à l'oreille de ne pas prendre l'habitude de sortir la princesse la nuit. Il comprend, et il se demande où est Tessia. Elle est introuvable, alors il décide de partir, et les anciens du village ouvrent la porte de téléportation. Juste au moment où il s'apprête à entrer, Tessia court vers lui, et il va à sa rencontre. Elle lui dit de faire attention à lui et de bien manger, et il la serre dans ses bras, disant qu'elle va lui manquer. Elle lui répond la même chose, en pleurant. Ensuite, Arthur passe par la porte de téléportation, et il arrive à la ville flottante de Xyrus. Il va directement chez lui, frappe à la porte, et c'est sa petite sœur, Eleanor, qui ouvre. Ses parents arrivent en courant, et Arthur leur dit qu'il est revenu. Ils le serrent dans leurs bras et le accueillent en pleurs, et Eleanor, la petite sœur d'Arthur, leur demande de ne pas pleurer. Arthur se rend compte que c'est sa sœur, et il se présente à elle. Ses parents lui expliquent que c'est son grand frère, puis ils entrent pour discuter. Alice demande à Arthur s'il va mieux, car plus tôt il avait dit être malade, et il répond qu'il se porte bien. Elle lui pose encore quelques questions, et Reynolds la réprimande de l'interroger ainsi, tandis qu'Eleanor s'ennuie. Alice lui demande alors de venir près d'elle, lui rappelant qu'il lui racontait toujours des histoires sur son grand frère avant de dormir. Arthur dit qu'il est heureux de la rencontrer enfin, et Sylvie bondit vers elle, ce qui la ravit. Arthur raconte ensuite à ses parents tout ce qui lui est arrivé, sans mentionner Sylvia. Il explique avoir survécu à la chute grâce à une utilisation subconsciente de la magie et à la chance. Il leur raconte comment il a rencontré Tessia et comment il s'est rétabli dans le royaume d'Eleanor. Sa mère lui demande si sa maladie pourrait revenir, et il l'assure que non. Il précise que sa maladie venait de l'éveil prématuré de son noyau de mana, qui était instable. Il a hésité à mentir ainsi à ses parents, mais il a estimé trop risqué de leur dire toute la vérité avant d'être devenu plus fort. Ses parents s'enquièrent alors de Sylvie, et il explique qu'il a trouvé un nid de bêtes de mana pendant ses voyages, et qu'il a vu la mère de Sylvie y mourir. Ne pouvant la sauver, il a décidé de recueillir Sylvie et de s'en occuper. Reynolds est soulagé qu'Arthur aille bien, et il change de sujet en lui demandant à quel stade en est son noyau de mana. Alice le réprimande de poser une telle question alors que leur enfant est enfin de retour, et Reynolds rétorque qu'il n'y a pas de mal à comparer son évolution à celle de son fils. Arthur, curieux, demande à son père ce qu'il fait maintenant, et Reynolds explique qu'il travaille à la maison de vente Elstea, où il est instructeur de l'équipe de sécurité. Arthur lui demande alors quel est son niveau de mana, et Reynolds révèle qu'il a atteint le rouge foncé il y a 2 ans. Arthur explique que les couleurs du noyau de mana, par ordre croissant, sont noires, rouge, orange, jaune, argent et blanc, chaque stade comprenant 3 sous-stades, foncé, standard et clair. Arthur pense que son père a dû fournir beaucoup d'efforts pour progresser en tant qu'augmenteur, et Reynolds lui demande où il en est. Arthur répond qu'il est au rouge clair, ce qui choque son père car il l'a presque rattrapé. Alice trouve cela impressionnant, et Reynolds se demande comment il a réussi à atteindre le rouge clair. Il ne veut pas entrer dans les détails et propose qu'il fasse un sparring dans le jardin. À ce moment arrivent les Elstea, demandant si leur fils est vraiment de retour, et Arthur se demande s'ils sont des amis de sa famille. Reynolds présente l'homme du groupe comme Vincent Elstea, propriétaire de la maison de vente et son patron, sa femme est Tabitha et leur fille Lilia. Arthur se présente à eux, et il s'étonne de sa politesse, car il s'attendait à voir Reynolds fils. Lilia est immédiatement séduite par Sylvie et demande à Arthur si elle peut le caresser, il accepte. Reynolds précise que c'est la maison des Elstea et qu'il est bien qu'Arthur se soit présenté avant qu'ils ne mettent le désordre dans leur jardin. Les Elstea demandent ce qu'il entend par là, et Reynolds explique qu'il allait s'entraîner en sparring avec son fils dans le jardin. Vincent est surpris. La scène coupe sur le jardin, Arthur et Reynolds se préparent à combattre. Vincent s'étonne qu'ils vont vraiment se battre, et il se demande si ce qu'Alice a dit sur le noyau de mana d'Arthur au stade rouge clair n'était pas une blague. Alice affirme qu'elle aussi a été choquée, mais qu'Arthur a toujours été un élève rapide, il a éveillé son noyau de mana à 8 ans et progressé de 3 stades depuis. Vincent pense qu'il ment peut-être pour se vanter, car même les élèves de 11 et 12 ans de la prestigieuse académie de Xyrus peinent à atteindre le rouge foncé. Arthur pense qu'il ne devrait pas préciser que ses progrès se limitent au rouge clair, car il n'a pas pu s'entraîner beaucoup en assimilant la volonté de Sylvia. Reynolds attaque alors Arthur, et celui-ci bloque toutes ses attaques. Il lance sa contre-offensive, mais Reynolds parvient aussi à bloquer, et tous deux échangent de nombreux coups. Arthur lui demande alors ce qu'il en pense,
et Reynolds répond qu'il s'est considérablement amélioré, il ne peut même plus baisser sa garde en sa présence. Cependant, il ajoute qu'il n'est toujours pas sérieux, et utilise la magie pour enflammer son bras. Arthur explique que dans ce monde, les sorciers ont un élément de prédilection, les conjurateurs découvrent à quel élément ils sont compatibles et l'apprivoisent, tandis que les augmenteurs peinent à identifier leur élément le plus fort, n'y parvenant qu'après un effort soutenu. Reynolds enveloppe alors tout son corps de feu, et Arthur esquive son attaque. Il se rappelle qu'un concept similaire existait dans sa vie passée sous le nom de chi. Contrairement aux éléments, le chi était entièrement sous leur contrôle, mais nécessitait plus d'efforts en l'absence d'affinité innée, avec pour récompense un pouvoir accru. Comparable aux augmenteurs, il contre-attaque son père, sans réussite. Il songe avoir bénéficié d'une chance inouïe depuis sa naissance ici, et qu'elle se cumule aujourd'hui. Arthur déploie alors son aura dorée, affirmant qu'il est temps de se montrer sérieux, et attaque Reynolds, dont le poing heurte le sien. Son père, légèrement plus fort, le repousse à chaque coup, mais Arthur ne recule pas et fonce à nouveau, constatant que sa connaissance du chi a rendu son entraînement avec Virion encore plus fructueux. Il se souvient qu'après avoir maîtrisé l'élément feu avec Virion, il a poursuivi son entraînement, puis utilise une magie de feu avancée pour invoquer des éclairs autour de lui. Reynolds, choqué, le regarde combiner cela à la magie de l'eau pour attaquer avec l'eau d'une fontaine voisine. Son père parvient à dévier l'assaut, mais tous sont stupéfaits par le spectacle. Reynolds le serre dans ses bras en le félicitant pour son talent et lui demande où il a appris tout cela, et ce qu'il est encore capable de faire. Arthur révèle qu'il vient seulement de l'apprendre et qu'il le maîtrise à peine. Vincent, impressionné, déclare qu'il aura besoin d'un verre après ça. Tabitha salue elle aussi Arthur, le qualifiant de génie. Le soir, tous prennent un verre, et Vincent dit à Reynolds que l'avenir de son fils est radieux. Reynolds avoue qu'il l'a su dès que le noyau de mana d'Arthur s'est éveillé à l'âge de 3 ans, et tous s'étonnent qu'il l'ait éveillé si jeune. Alice révèle qu'il a fait exploser la maison dans la foulée, ce qui choque Vincent au-delà du croyable. Il propose d'inscrire Arthur à l'Académie de Xyrus, la plus prestigieuse du continent. Reynolds confirme qu'il l'est, et Tabitha approuve. Vincent ajoute que, vu son potentiel, ils investiraient volontiers dans son avenir, sans même se soucier des frais de scolarité. Alice hésite à accepter davantage de leur bienveillance, car ils en ont déjà fait beaucoup, et elle doute que l'Académie veuille bien d'un élève de 8 ans. Vincent affirme connaître la directrice de l'Académie grâce à son travail et pouvoir négocier directement. Arthur demande s'il peut ajouter quelque chose, puisqu'il s'agit de son avenir, et tous acquiescent. Il les remercie de se soucier de lui, mais avoue qu'il aimerait passer encore un peu de temps avec sa famille. Vincent s'excuse de ne pas avoir pris cela en compte, et Arthur quitte la salle, disant être épuisé après tout ce sparring. Dans le couloir, Lilia l'arrête, lui expliquant qu'il va se perdre s'il prend ce chemin. Elle l'emmène alors dans un endroit génial, la cuisine, espérant que sa famille ne sera pas dérangée, car ils ont un invité. Tous dans la cuisine font connaissance avec Arthur et découvrent qu'il est celui qui a grillé le jardin plus tôt. Il s'en excuse, et Lilia le rassure, disant qu'elle plaisante. Arthur se demande si elle est vraiment comme ça, puisqu'elle n'avait pratiquement pas parlé avant. Lilia demande au cuisinier s'il reste du canard, en particulier la partie grasse. La vieille intendante la rabrousse sur son alimentation, évoquant la frustration de sa mère devant ses prises de poids. Lilia défend qu'elle est en pleine croissance, et l'une des servantes explique à Arthur que Lilia vient souvent manger ici quand elle est stressée. Arthur se demande de quoi elle peut bien s'inquiéter, et la servante révèle que le maître et la maîtresse souhaitent qu'elle devienne sorcière, même s'ils ne le sont pas eux-mêmes. Lilia veut aussi ça, mais c'est beaucoup de pression pour une enfant. La nuit, on voit Arthur discuter avec ses parents au lit, qui ont encore du mal à croire qu'il est vraiment de retour. Ils trouvent qu'il est devenu beau jeune homme, et même s'il a changé, il reste leur fils. Ils se demandent s'il est vraiment si différent, et Alice répond qu'il l'est à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, il est toujours le même. Elle lui dit maintenant de se reposer et lui demande un baiser de bonne nuit avant de partir. Il lui en fait un, et ils lui disent de ne pas se tracasser de ce que Vincent a dit, car c'était purement par souci de lui. Arthur comprend que les Elstea n'avaient aucune mauvaise intention, et ses parents sortent. Le lendemain, on voit Arthur courir à la rencontre d'Angela et des autres membres de leur groupe. Angela le serre dans ses bras, soulagé de le voir sain et sauf. Il remarque que Durden a beaucoup grandi depuis leur dernière rencontre, et Durden acquiesce. Adam demande si personne ne va s'étonner de la bête de mana noire qu'il a avec lui, mais Hélène lui dit de ne pas s'inquiéter de ce qu'il raconte. Elle ajoute qu'il est devenu plus grand et plus beau, et Jasmine vérifie s'il va bien, le serrant dans ses bras lorsqu'elle s'en assure. Elle s'excuse auprès de lui, déclarant que c'était entièrement de sa faute, ce qui émeut tout le monde aux larmes. Plus tard,
Arthur apprend qu'Adam et les autres sont venus d'Étistin juste pour le revoir, et il trouve que cela valait le coup. Adam n'en est pas si sûr, mais ses amis lui disent qu'il est le seul à avoir eu des ennuis, car ils ont dû accepter plusieurs petits boulots en chemin pour financer le voyage. Angela mentionne qu'ils ont visité plein d'endroits où ils n'étaient jamais allés, mais Adam trouve tout identique. Hélène, en revanche, révèle qu'il achetait des souvenirs comme un touriste enthousiaste. Arthur réalise alors qu'il ne connaît presque rien du continent d'Icatan et du royaume de Sapin. Il pense que devenir aventurier pour apprendre pourrait être une bonne idée, mais il n'est pas sûr de laisser à nouveau sa famille derrière lui après être tout juste revenu. La scène passe ensuite à Arthur utilisant la magie de Sylvie pour arrêter le temps et faire flotter une balle dans les airs, mais il ne peut la maintenir que pendant un instant. Il est surpris de ne l'avoir fait durer que si peu longtemps, et il pense que c'était un peu imprudent de sa part. Il se demande s'il existe une autre solution, mais il pense qu'il ne peut pas prendre de raccourci, et qu'il doit compléter son pouvoir pour pouvoir protéger ceux qui lui sont chers. Juste à ce moment-là, Sylvie arrive, et Arthur la serre dans ses bras, pensant qu'il est vraiment de retour, et il s'aperçoit qu'elle sent mauvais. Ensuite, on voit Arthur en train de laver Sylvie, et il dit qu'il ne peut pas la laisser sentir mauvais dans ce beau manoir. Il pense alors au train de vie élevé des LSTA, et il est sûr que la maison de vente aux enchères doit leur être profitable. Plus tard, on le voit essuyer Sylvie après l'avoir lavé, et sa famille entre dans la pièce juste à ce moment-là, lui disant que c'est son tour d'être propre. La scène coupe à lui dans un salon de coiffure, où il se fait une nouvelle coupe de cheveux. Sa mère et sa petite sœur trouvent qu'il a maintenant l'air cool, et ils se demandent à quoi ça sert. Tabitha mentionne qu'ils vont lui faire visiter la maison de vente aux enchères, et Alice explique que la maison de vente LSTA est très prestigieuse et que même la royauté s'y rend, donc ils ne pouvaient pas le laisser y entrer comme il était. Tabitha propose alors de leur faire visiter la ville, et Eleanor demande à son frère de l'accompagner. Il accepte, ce qui rend Lilia jalouse, et elle dit qu'Eleanor s'accrochait toujours à elle avant que Arthur ne revienne. Arthur est sûr qu'elle est juste curieuse à son sujet depuis son retour, et elle est d'accord avec lui. Lilia lui dit alors que sa tenue lui va bien, et il découvre que c'est elle qui l'a choisie pour lui, même si elle ne l'a pas choisie entièrement. Après cela, ils visitent la ville, et quelques étudiants de l'Académie de magie Cyrus les embêtent en chemin, alors ils partent rapidement. Plus tard, Arthur se demande qui c'était, et Lilia explique que ce sont des étudiants de l'Académie, et que ceux qui portent ces uniformes sont traités comme de la royauté ici. Arthur tombe alors sur une boutique vendant des noyaux de bêtes, et on lui explique que les noyaux de bêtes sont des noyaux magiques prélevés sur des bêtes de mana. Ils renforcent la puissance de leurs propriétaires, et Arthur est surpris qu'ils puissent être achetés et vendus. Il pense que les elfes n'avaient pas ce genre de culture, et Tabitha explique que les effets des noyaux varient. Si le noyau possède une volonté de bête, il coûte environ 100 pièces d'or. Arthur pense qu'avec cet argent, on peut vivre 250 ans dans sa ville natale, et Tabitha lui dit qu'il prévoit d'en mettre certains aux enchères la prochaine fois, donc il pourra en toucher un s'il veut. Arthur accepte, mais sans enthousiasme, car il est déjà satisfait de la volonté de bête qu'il possède actuellement. Lilia en veut un, pensant que cela pourrait l'aider à éveiller sa magie, mais sa mère lui dit que ça ne marche pas comme ça, et qu'on ne peut pas acheter quelque chose d'aussi cher pour une enfant comme elle. Lilia lui répond qu'il y en a des moins chers à la boutique d'armes, et elle veut essayer. Cependant, Tabitha refuse de lui en donner un, lui disant que la conversation est terminée. Ensuite, ils prennent du thé et des encas, et Arthur pense que la mère de Lilia ne veut pas vraiment qu'elle aille trop vite. Il se demande si c'est ça qui l'a fait souffrir, ou si c'est plutôt les attentes de son père. Il essaie de lui parler, mais il remarque qu'elle est partie, et il la voit s'engager dans une ruelle. Il la suit, et ils arrivent à une boutique d'armes. Là, Lilia trouve un noyau de mana qu'elle peut acheter avec son argent de poche, et Arthur lui demande si elle va vraiment l'acheter. Elle se demande ce qu'il fait là, et il lui dit que même si elle l'achète, rien ne garantit qu'elle pourra utiliser la magie. Lilia répond qu'elle ne le saura pas tant qu'elle n'aura pas essayé, et Arthur l'arrête alors qu'elle essaie de l'acheter. Il lui demande ce qu'elle fera si ça ne marche pas, et elle répond qu'elle a déjà échoué plusieurs fois jusqu'à présent, donc un échec de plus ne la découragera pas. Elle lui dit qu'il ne comprendra jamais ça parce qu'il est spécial, et que ses deux parents ne lui ont jamais laissé toucher un noyau de bête quoi qu'il arrive, mais que sa mère lui avait proposé d'en toucher un. Il comprend ce qui la ronge, et il essaie de lui parler, mais elle se libère de son emprise et bouscule un étudiant de l'Académie de magie. L'étudiant se fâche contre elle, lui demandant de s'excuser correctement, se demandant si elle ne sait pas qui ils sont. Le commerçant arrive, demandant ce qui se passe, mais voyant que ce sont les étudiants de l'Académie qui causent des problèmes, il ne dit rien. L'étudiant bousculé utilise alors la magie du feu, se demandant comment lui et ses amis vont jouer avec elle, et Arthur pense que ça dégénère vite. Il ne veut pas recourir à la violence, et alors qu'il s'apprête à utiliser sa magie, Tabitha arrive. Elle leur demande tous de dissiper leur magie, leur demandant s'ils pensent vraiment pouvoir blesser une fille LSTA. Les étudiants sont gênés en apprenant que Lilia appartient à la famille LSTA,
car leur famille est un donateur important pour l'académie, et ils auraient des ennuis si la directrice apprenait cela. Ils partent immédiatement, et l'un d'eux lance une remarque méprisante en partant, disant qu'il est sûr qu'ils vont acheter un siège grâce à leur argent. Cela met Arthur en colère, mais Lilia l'empêche d'agir. La scène coupe ensuite à eux informant Vincent de la situation, qui est choqué qu'il se soit battu avec des étudiants de l'académie. Lilia s'excuse, et Vincent lui dit que ce n'est pas grave. Il informe aussi Arthur que cela ne va pas empêcher son inscription à l'académie, car ils ont fait des dons importants. Lilia se demande alors si cela signifie que son père veut qu'Arthur entre à l'académie à sa place, puisqu'elle ne peut pas utiliser la magie. Vincent et Tabitha essaient de lui expliquer que ce n'est pas le cas, mais elle dit à son père qu'elle le déteste, les larmes aux yeux, et elle informe aussi Arthur qu'elle le déteste. La nuit, on voit Arthur frapper à sa porte, lui demandant d'ouvrir car c'est l'heure du dîner, mais il n'y a pas de réponse. Il remarque un majordome à proximité, et lui dit de le suivre. On voit alors Lilia se remémorer le moment où son père lui parlait de l'académie, disant que c'était l'école où elle s'inscrirait quand elle serait grande. Elle allait devenir mage, et l'idée l'enthousiasmait. Cependant, en grandissant, elle a été frustrée de ne pas réussir à éveiller la magie, et sa mère lui a dit de ne pas s'inquiéter, car ils avaient fait des dons importants à l'académie, et il y aurait toujours une place pour elle. Cependant, cela ne l'a pas vraiment rassurée. De retour au présent, Arthur trouve Lilia dans la cuisine, et il lui dit que ses parents s'inquiètent pour elle. Il veut s'excuser auprès d'elle, mais il ne sait pas comment le faire sans paraître arrogant, et avant qu'il ne puisse réfléchir, c'est elle qui s'excuse auprès de lui. Elle explique qu'elle était simplement jalouse de lui, car il est arrivé de nulle part, et il avait tout ce qu'elle n'avait pas. Il a toute l'attention de son père, et Arthur essaie de lui dire que ce n'est pas le cas. Mais elle le coupe en disant que c'est elle la fautive, puisqu'elle ne parvient jamais à éveiller la magie. Elle est sûre que ses deux parents sont déçus d'elle, et Arthur pense que ce sentiment lui est familier. Il lui attrape le visage et lui dit que tout ce qu'elle pense n'est pas vrai. Il peut voir qu'elle travaille dur, et il lui révèle que lorsqu'il était loin de ses parents, il y avait une fille qui le réconfortait comme ça. Il lui montre des fleurs lumineuses, lui disant que ce sont ses fleurs préférées, et que la fille dont il parle les lui avait fait découvrir. Il l'assure que ses parents savent qu'elle travaille dur, et que les attentes de son père envers elle sont comme celles d'Eleanor. Lui, il est juste un cas inhabituel, arrivé de nulle part, ce qui fait rire Lilia. Elle sait que son père veut qu'elle devienne mage parce qu'il veut son bonheur, et c'est pour cela qu'ils font des dons à l'académie. Cependant, elle a trop réfléchi à cela de façon égoïste, et il pense que ce n'est pas le cas car plus Vincent agit, plus des personnes extérieures placent leurs espoirs en elle. Il lui demande si elle veut pouvoir utiliser la magie, et la scène change sur Arthur qui informe les parents de Lilia qu'elle a quitté la maison. Il lui demande des explications, et il mentionne que c'est pour qu'elle puisse éveiller sa magie. Il révèle qu'il l'a envoyée là où il était pour qu'elle s'entraîne, et il leur demande de ne pas s'inquiéter, car c'est un bon endroit. Vincent répond que ce n'est pas le problème, lui demandant pourquoi il les aurait envoyés là sans leur permission, et il lui dit que c'est ce que Lilia voulait. Elle aurait douté de sa résolution si elle les avait vus, et il leur donne une note d'elle. Dans la note, elle écrit qu'elle est inutile à ses parents puisqu'elle ne peut pas utiliser la magie, qu'elle quitte la maison, et qu'elle ne reviendra que lorsqu'elle sera devenue une mage incroyable, peu importe le temps que cela prendra. Vincent craque en lisant cela, pensant qu'il a été idiot de forcer l'idée que devenir mage est la seule chose qui lui apportera du bonheur à l'avenir. Il affirme qu'elle n'a pas besoin de devenir mage, et même si elle ne peut pas utiliser la magie, il l'aimera toujours comme sa fille. Arthur demande alors à Lilia de sortir, et elle se montre, s'excusant auprès de ses parents. Arthur dit que c'est lui qui devrait s'excuser, car tout cela était son plan, et il s'excuse de leur avoir infligé cela alors qu'il sait à quel point c'est douloureux pour un parent d'être séparé de son enfant. Il demande pardon pour les avoir mis à l'épreuve avec une méthode qui a causé beaucoup de peine à ses propres parents, mais Vincent lui répond que ça va, car tout est arrivé à cause d'eux. Il a été insensible, et il essayait d'emmener Arthur à l'académie alors qu'il venait juste de rentrer chez lui. Lui et Tabitha s'excusent auprès d'Alice et Reynolds pour cela, et il s'excuse aussi auprès de Lilia, lui disant qu'elle n'a plus besoin d'aller à l'académie. Il est sûr qu'elle sera heureuse même si elle n'est pas mage, mais elle répond qu'elle veut aller à l'académie, et même si ça prend du temps, elle veut toujours utiliser la magie. Un jour, elle veut devenir une mage capable de rendre les autres heureux, et ses parents lui assurent qu'elle va sûrement réaliser son rêve. Arthur mentionne alors qu'il va éveiller la magie en Lilia dans ce cas, et il fait asseoir Lilia et Eleanor dans le couloir. Eleanor se demande si elle pourra devenir aussi forte que son frère, et il lui assure que oui. Tabitha pense que ce genre de choses est inédit, et Arthur dit aux filles que la première étape est la respiration. Il explique que le mana est le plus sensible lors d'une respiration profonde et rythmée, et il espère qu'elles vont bien apprendre cette technique. Il leur demande de prendre une grande inspiration et d'expirer lentement, ce qu'elles font. Il leur dit ensuite de fermer les yeux et d'attendre que des lumières apparaissent dans le noir. Elles le font, et Eleanor voit bientôt des lumières devant elle, mais elles disparaissent aussi vite.
Arthur explique que c'est parce qu'elle a arrêté de respirer, et Lilia dit qu'elle ne peut toujours pas les voir. Arthur lui demande de ne pas se décourager et de continuer à respirer. Il mentionne qu'elles peuvent ressentir un peu de chaleur, mais leur demande quand même de continuer, ce qu'elles font. Bientôt, Lilia aperçoit des lumières, et elle dit que c'est comme la fleur qu'Arthur lui a montrée plus tôt. Tout le monde est content pour elle en entendant cela, et plus tard on les voit tous faire la fête pour célébrer l'éveil de la magie chez Lilia. Ils la félicitent tous, et Arthur lui dit qu'il faudra 2 à 3 ans pour que ses pouvoirs se stabilisent. Il espère qu'elle continuera à s'entraîner tous les jours jusque-là, et elle se demande quel élément elle pourra utiliser. Ailleurs, on voit l'entourage du roi se diriger vers la maison de vente aux enchères, et le mage de la cour se demande s'il y aura quelque chose d'intéressant là-bas. La scène coupe alors sur Arthur devant la maison de vente aux enchères Elstea, et Alice espère qu'ils auront la politesse d'assister à un événement aussi grandiose. Tabitha lui demande de ne pas s'inquiéter, lui disant qu'elle va bien s'en sortir, et Lilia mentionne qu'ils devraient entrer, car c'est là que commence vraiment l'amusement. Ils entrent, et remarquent toutes sortes de personnes participant aux festivités. Arthur pense que c'est une excellente occasion d'acheter une partie des objets que Vincent et les autres collectionneurs ont rassemblés, et il aperçoit sa sœur et Lilia en train d'examiner quelques cœurs de bêtes. Lui-même regarde quelques objets, et il voit son père donner des instructions aux autres gardes en tant que chef de la sécurité. Il trouve que son père a l'air plus mature ici, et Eleanor dit qu'il est vraiment cool. Alice espère qu'ils lui diront cela en face plus tard, et la scène coupe sur eux dans l'auditorium des enchères. Vincent présente leur invité d'honneur, nul autre que le roi du royaume de Sapin, nommé Blenglédé. Sa femme, la reine Priscilla, ainsi que son fils et sa fille, Curtis et Catelyn, sont également présents. Arthur remarque que tout le monde acclame le roi, et il pense qu'il doit être assez populaire. Vincent commence alors la vente aux enchères, et Arthur pense que cette ambiance lui rappelle sa vie antérieure. Ensuite, on voit Reynolds et les autres prendre leurs positions respectives pour la sécurité, et Vincent lance la vente. Le premier objet est une épée enchantée à l'éclair qui peut immobiliser un ennemi. Il lance l'enchère à 50 pièces d'or, et Arthur est surpris que certaines armes puissent recevoir des enchantements élémentaires. Il décide de garder cela en tête, et la vente continue. L'objet suivant est une paire de masques, et Arthur semble intéressé. Sa mère lui dit de ne pas hésiter s'il y a quelque chose qu'il veut, mais il sait qu'ils ne peuvent rien se permettre. Puis il remarque que Sylvie est introuvable, et sa mère mentionne qu'Eleanor l'a portée il y a un instant. Il part à sa recherche, et pendant ce temps, on voit Sylvie errer dans la maison de vente. Elle croise le mage de la cour, et pendant ce temps dans la vente, Vincent dévoile l'objet suivant, un lionceau du monde. Il explique que les lions du monde deviennent des bêtes de mana puissantes, et on peut dire que ce petit peut atteindre la classe à Curtis dit à son père qu'il veut cet animal, et son père accepte de l'acheter pour lui. L'enchère commence à 100 pièces d'or, et le prix grimpe rapidement à 4 cents quand le roi lui-même fait une enchère de 1000 pièces d'or, s'offrant le lionceau du monde. Quand il vient le réclamer, Vincent lui demande s'il va faire de ce lion son partenaire, mais le roi déclare que c'est son fils qui s'en occupera, et que cela dépendra de lui s'il est à la hauteur. Curtis promet de faire de son mieux, et pendant ce temps Arthur cherche Sylvie. Il entend sa voix l'appeler, et il s'en va vers elle, la trouvant avec le mage de la cour. Arthur pense que cela pourrait poser problème s'il faisait une scène, et il demande au mage de la cour de lui rendre Sylvie, car elle est son partenaire. Le mage de la cour est déçu qu'elle ne fasse pas partie de la vente, et il pense que c'est une bête de mana très rare. Il dit qu'Arthur a de la chance de la voir, et qu'en plus d'être rare, elle est docile. Sylvie court vers Arthur, qui essaie de s'éloigner pour ne pas causer plus de problèmes, mais le mage de la cour l'arrête. Il affirme qu'il cherche depuis longtemps une bête de mana digne d'être son partenaire, et qu'il est le seul à pouvoir exploiter tout son potentiel. Il lance un sort d'avertissement de feu sur Arthur, disant que Sylvie devrait être reconnaissante qu'il lui offre une chance de s'associer avec lui, un mage royal. Il lance un autre sort d'avertissement de feu sur Arthur, et celui-ci pense qu'argumenter avec lui est inutile, alors il se retourne pour partir, mais le mage fait une erreur en disant à Arthur que sa famille sera tenue responsable s'il défie la famille royale. Cela le met en colère, et une aura sombre émane de lui. Son intention meurtrière se propage dans tout le bâtiment, brisant les fenêtres, et même le roi l'aperçoit. Vincent n'arrive plus à respirer à cause de cela, et les gardes du roi viennent le protéger. Le roi leur demande de se concentrer sur les autres, et il se demande qui est derrière tout ça. Pendant ce temps, Arthur revient à lui, pensant qu'il a dépassé les limites, et il reprend le contrôle de ses émotions. Reynolds et ses forces commencent alors à évacuer tout le monde, et après que tout le monde est sorti, le roi convoque Reynolds et sa famille pour une discussion, puisque c'était lui le chef de la sécurité de cet événement. Le roi mentionne qu'il devra le punir, car il n'a pas pu attraper l'intrus, et le mage de la cour dit qu'une peine clémente serait juste dans ce cas, puisqu'il n'y a pas eu de dégâts. Il dit à Arthur qu'il a une belle bête de mana avec lui, affirmant qu'il aimerait l'élever dans un environnement idéal. Le roi explique que Sébastien a servi sa famille pendant de nombreuses années et qu'il les a sauvés plus de fois qu'il ne peut compter.
Il se demandait comment le récompenser au mieux, et comme il s'est intéressé au partenaire d'Arthur, cela lui facilite la tâche. Il déclare que si Sébastien avait eu ce genre de partenaire, ce genre d'ennui aurait pu être évité dès le départ, et Arthur tente de répondre, mais sa mère l'arrête. Reynolds répond à sa place, déclarant qu'il n'a aucun rôle dans l'adoption de cette bête de mana par son fils, donc il n'a pas le droit de lui dire ce qu'il doit faire à ce sujet. Le roi demande alors à Arthur, qui fixe le roi du regard. Les gardes du roi lui ordonnent de ne pas regarder ses supérieurs dans les yeux, et il pense qu'il doit rester calme, car c'est le roi du royaume de Sapa. Il dit au roi qu'il est reconnaissant pour sa proposition, mais qu'il ne peut pas accepter une telle chose. Il ne pourra jamais remplacer Sylvie, et le roi comprend, lui demandant s'il serait prêt à échanger Sylvie contre le lionceau du monde qu'il a acheté. Il mentionne que la bête de mana d'Arthur est certainement rare, mais que les bêtes de mana reptiliennes mettent beaucoup de temps à mûrir, et même à maturité, elles ne sont pas aussi fortes que les prédateurs. Arthur s'excuse alors auprès du roi de ne pas s'être fait comprendre, affirmant qu'il n'a aucune intention de renoncer ou de vendre Sylvie. Le roi est choqué qu'il ait refusé 2 fois ses demandes, et il demande une dernière fois à Arthur de lui céder son partenaire. Arthur se lève, se demandant s'il peut poser une question au roi en retour, et il lui demande à quel prix il serait prêt à renoncer à ses propres enfants. Il mentionne que le roi lui a demandé 3 fois, et qu'il a refusé 3 fois, mais que sa fierté l'empêche d'accepter cette réponse. Voilà pourquoi il lui demande à quel prix il serait prêt à se séparer de ses enfants, et le mage de la cour ordonne aux gardes d'attaquer Arthur à l'écoute de cela. Ils s'exécutent, mais Arthur les vainc tous les deux d'un seul coup chacun. Sébastien est choqué qu'il ne puisse même pas battre un seul enfant, et il attaque Arthur avec de la magie de feu, mais Arthur arrête le temps. Sébastien se demande ce qui se passe, et Arthur lui dit que ses sorts ne fonctionneront pas dans cet espace. Il s'avance vers Sébastien en le fixant d'un regard perçant, et Sébastien lui demande de rester en arrière, lui disant qu'il ne peut pas vaincre un mage royal. Arthur lui casse une jambe, et Sébastien appelle tout le monde à l'aide, mais personne ne l'écoute. Arthur lui dit qu'il ne l'entende pas, alors il ferait mieux de faire attention tant qu'il le peut, et Sébastien affirme qu'il ne s'en sortira pas comme ça. Arthur lui dit de considérer sa position, lui lançant un regard menaçant, et Sébastien finit par lui demander grâce. Arthur désactive alors son sort, et Sébastien tombe inconscient. La scène coupe ensuite sur lui qui se réveille dans son lit, pensant qu'il a dépassé les bornes. Il a pu sortir temporairement du flux du temps, mais cela a eu un prix élevé. Il pense qu'il aura besoin de plus d'entraînement, et sa mère arrive, heureuse de voir qu'il est réveillé. Il se demande ce qui s'est passé après son évanouissement, et elle explique que tout le monde était paniqué, et que le médecin a dit qu'il allait bientôt se réveiller, mais elle restait inquiète. La scène coupe ensuite sur eux au marché plus tard dans la journée, sa mère espère qu'il va vraiment bien. Arthur dit qu'il va bien, et il remarque une jolie barrette dans une des boutiques. Sa mère mentionne que cela irait bien à Eleanor, et elle l'achète, demandant à Arthur d'être celui qui lui offrira. Elle lui demande s'il veut quelque chose aussi, et il se demande si elle est sûre, car tout est assez cher ici. Il pense que ce serait beaucoup demandé, puisque Reynolds a peut-être perdu son travail aussi, et Alice lui dit de ne pas s'inquiéter car elle a son propre emploi. Elle explique qu'elle fabrique et vend ses propres produits. Ces articles sont assez populaires auprès des nobles, et on peut les trouver dans les rayons de toutes les boutiques générales de la ville. Tabitha l'a aidé à se faire ses contacts, et elle fait de bons profits grâce à cela. Ils ont fini leurs achats, et Alice remercie Arthur d'être venu avec elle, disant que Reynolds ne le fait jamais. Arthur pense que c'est peut-être parce qu'elle achète toujours trop, et plus tard dans la maison, on remarque Reynolds en train de se disputer avec quelqu'un. Arthur demande à Adam et Durden ce qui se passe, et après avoir obtenu les détails, il entre dans la pièce. On voit Reynolds en dispute avec quelqu'un venu s'excuser au nom du roi. L'homme s'excuse auprès d'Arthur. Ils s'assoient tous, et Reynolds explique que le roi veut résoudre la situation en leur donnant une compensation financière. Arthur comprend qu'il compte jouer le rôle d'une victime humble, et il remercie la personne pour ses efforts. Celle-ci mentionne qu'il est plutôt bien élevé, disant que les 2 gardes qui l'ont attaqué ont été renvoyés, mais Reynolds n'est pas content que le roi les ait laissés partir après seulement un serment alors qu'ils ont tenté de tuer un enfant. L'homme leur rappelle qu'Arthur a été le premier à défier le roi, et que ce dernier a aussi souligné des failles dans la sécurité. Reynolds n'a rien à répondre, et Arthur dit que ce n'est pas grave, qu'il n'est pas blessé ni rien. Arthur demande alors ce qu'il est advenu de Sébastien, puisque sa jambe était cassée. L'homme dit qu'il a été envoyé en traitement et relevé de ses fonctions. Dès qu'il s'est réveillé, il a affirmé qu'Arthur l'avait blessé, et Reynolds dit que cela n'a aucun sens. L'homme est d'accord, car les 2 gardes qui l'ont attaqué ont eu leur sort renvoyé, et ce n'est pas ce qui est arrivé à Sébastien. Le roi est contrarié par tout ce fiasco et c'est pourquoi il propose cette démonstration de réconciliation. Il mentionne que le fils de Reynolds est talentueux, mais qu'il devrait lui apprendre les bonnes manières, car tout le monde n'est pas aussi indulgent que leur souverain. Reynolds accepte les excuses, et ils acceptent l'indemnité. Reynolds donne l'argent à Arthur,
puisqu'il a failli mourir dans cette histoire, et il est sûr que cet argent lui sera utile quoi qu'il fasse à l'avenir. Arthur le remercie, et Durden et Adam les réconfortent tous. Plus tard dans la nuit, Arthur pense qu'il est encore un enfant dans ce monde, et que s'il veut défier le pouvoir de nations entières, il devra utiliser quelque chose d'aussi puissant. La scène coupe sur lui se rendant à l'académie le lendemain, et il remarque plusieurs étudiants avec leurs familiers, et il voit un grand oiseau devant lui. L'oiseau s'envole, et il le suit, trouvant la directrice de l'académie dans les bois, qui dit qu'elle l'attendait. Arthur explique alors que l'académie Cyrus est connue pour former un grand nombre d'érudits, d'hommes d'affaires, de gardes royaux, de dirigeants et d'officiers militaires. C'est une école prestigieuse à laquelle tout étudiant apprenant la magie dans ce pays devrait aspirer à entrer, et en ce moment il est face à la directrice de l'académie, qui détient tout le vrai pouvoir. La directrice lui dit qu'elle est heureuse de enfin le rencontrer, et elle mentionne qu'il devrait vérifier si Vincent exagérait à son sujet ou s'il disait la vérité. Elle libère sa puissance magique, disant qu'il devrait commencer, et elle est surprise de voir qu'il ne bronche même pas en constatant à quel point elle est supérieure à lui. Pendant ce temps, Arthur ressent une immense puissance émanant d'elle, pensant qu'il n'est pas étonnant qu'elle soit la mage la plus puissante de ce pays, et il pense qu'il pourra prouver que Vincent ne mentait pas s'il lui montre une petite partie de sa puissance. Il commence par la magie du vent, qu'il utilise pour envoyer des pierres volées vers elle, mais elle parvient à les détruire avant même qu'elles ne l'atteignent. Arthur se dit que ce n'est pas grave, car son élément vent est encore plus faible que ses éléments terre et eau, et il l'attaque avec la magie de la terre, mais elle réussit à bloquer avec un mur de magie du vent. Il essaie ensuite de l'attaquer au corps à corps, mais elle l'empêche de s'approcher en utilisant un mur de vent, puis le projette en arrière. Elle lui dit qu'elle est impressionnée par lui, mais qu'il a tendance à se surestimer un peu. Toutefois, comme Vincent l'a dit, sa magie et ses compétences de combat sont hors du commun. Elle déclare qu'il est temps pour l'épreuve finale, lui demandant de rester éveillé, puis utilise l'élément son pour attaquer. Arthur parvient tout juste à rester éveillé, se demandant si elle est une mage spéciale comme sa mère, et elle stoppe son sort en remarquant qu'Arthur est toujours éveillé. Elle lui dit qu'il a réussi le test, et elle ajoute qu'il la pousse à vouloir lui enseigner personnellement comment exécuter correctement la magie du vent. Elle se rappelle qu'il a aussi pu utiliser l'élémentaire, et elle suppose qu'il y a un autre élément qu'il peut utiliser. Il comprend qu'elle ne se laisse pas duper, révélant qu'il sait aussi utiliser la magie de l'eau, et elle sait qu'il a quelque chose à lui dire, c'est pourquoi il est venu jusqu'ici pour montrer ses compétences. Il n'en revient pas qu'elle ait déjà perçu tout cela, et il explique qu'il est là parce qu'elle détient l'autorité et l'influence dont il a besoin. Il veut qu'elle utilise ces deux choses pour protéger sa famille, et si elle accepte ces conditions, il s'inscrira à son académie et la considérera comme sa mentor. Elle est surprise d'entendre cela, disant que même le roi et la reine eux-mêmes n'oseraient pas faire une telle demande extravagante, et elle pense qu'il a beaucoup de confiance en lui. Il répond que c'est parce qu'il en est digne, et il sait qu'elle pense la même chose. Cependant, il précise qu'il ne s'inscrira à l'académie que lorsqu'il aura l'âge de ses pairs, ce qu'elle estime être dans 3 ans. Elle lui dit qu'il pourrait devenir plus fort s'il s'inscrivait maintenant, et elle lui demande pourquoi il ne veut pas cela. Il répond qu'il veut vivre sa vie pleinement, qu'il deviendra aventurier et apprendra diverses choses sur ce monde pour l'instant. Il pense qu'il ne sera pas trop tard pour rejoindre l'académie après cela, et elle remarque qu'il semble déjà avoir pris une décision. Elle lui demande s'il a informé sa famille, et il répond qu'il s'apprête à le faire. Elle comprend, et lui dit qu'il aura un accord une fois qu'il aura réussi à les convaincre. La scène coupe ensuite sur Alice et Reynolds qui se disputent à propos de ce qu'Arthur a décidé pour son avenir, et Alice refuse d'accepter ses projets. Arthur explique que depuis lors, ses deux parents ont appris ses capacités et son désir de devenir aventurier, mais pas par lui, c'est Vincent qui leur a dit. Il pense qu'il aurait dû leur dire lui-même, et Eleanor se fâche en les voyant se disputer, leur demandant d'arrêter, mais il continue, Alice disant à Reynolds qu'elle ne laissera pas Arthur partir si tôt après son retour. Reynolds mentionne qu'elle devrait au moins écouter ce que son fils a à dire, et elle lui rappelle tout ce qu'il a enduré pour revenir. Elle refuse de le laisser repartir après tout ça, et il se demande si elle serait aussi opposée s'il avait un gardien pour le protéger. Alice ne l'écoute pas, se demandant s'il le laisse repartir, et refuse de le laisser partir pour une nouvelle aventure. Arthur intervient en disant que ce ne sera pas une aventure, qu'il reviendra tous les quelques mois. S'il le souhaite, il pourra même rentrer plus souvent, et Eleanor lui demande s'il repart encore. Il répond qu'il va rester ici un certain temps, et elle trouve cela acceptable dans ce cas. Il dit à ses parents qu'il ne partira pas tout de suite, car il a aussi hâte de revenir à la maison. Alice se demande pourquoi il veut partir alors, et il dit qu'il veut aussi voir plus du continent de Dicatan. Il y a trop de choses qu'il ne connaît pas encore, et il veut aussi ressentir l'excitation que d'eux avaient quand ils étaient aventuriers. Alice demande si c'est vraiment tout, et il répond que oui, mais en réalité, c'est juste ennuyeux de s'entraîner seul, et il veut tester sa puissance avec les techniques qu'il a acquises. Il ne peut pas vraiment leur dire ça,
et Alice lui demande de ne plus leur cacher de secrets, disant qu'il aurait aussi dû leur parler de ces éléments plus tôt. Il répond qu'il ne gardera plus de secrets à partir de maintenant, mais il pense qu'il ne peut pas vraiment le promettre. Reynolds ajoute qu'il est naturel qu'il s'inquiète s'il part en aventure, et il pense que ce serait mieux s'il avait un gardien pour le protéger. La scène passe ensuite à Reynolds proposant cela à Adam et son groupe, et il leur demande qui sera celui qui acceptera la mission. Adam répond qu'il ne sera pas adapté, car il a la langue bien pendue, et Arthur pourrait bien le tuer dans son sommeil un jour. Les autres sont d'accord avec ça, et Jasmine se porte volontaire pour la mission. Hélène lui demande si elle est sûre, car elle déteste vraiment les missions de protection, et Jasmine répond qu'elle peut le faire si c'est pour Arthur. Reynolds pense que ses compétences conviennent parfaitement à la mission, et il lui demande si elle est vraiment d'accord. Elle répond que oui, et il pense qu'elle est la candidate parfaite, car c'est une augmenteuse capable d'utiliser tous les éléments, et elle a atteint le niveau orange clair l'an dernier. Durden dit qu'il voulait aussi les accompagner, donc c'est un peu dommage, et Reynolds lui répond qu'il y aura toujours une prochaine fois. Ensuite, on voit Lilia s'entraîner à sa magie, et Eleanor trouve que ce n'est pas juste qu'elle s'entraîne toute seule. Arthur explique qu'elle peut maintenant méditer sans qu'il ait besoin de canaliser son mana à travers elle, et il pense qu'Eleanor pourrait aussi s'éveiller au mana vers 7 ou 8 ans, si elle a la force nécessaire. Il espère qu'elle ne s'éveillera pas trop tôt, car cela l'inquiéterait si elle attirait trop l'attention. Puis il demande à son père s'il peut passer un moment à la maison de vente aux enchères, car il veut choisir une épée, et son père accepte. La scène coupe sur lui à la maison de vente aux enchères, où Vincent lui dit de regarder à sa guise. Il observe toutes les armes en inventaire, et la nuit Alice s'inquiète car il n'est pas encore revenu. Elle pense qu'il devrait aller le chercher, mais Reynolds lui demande de le laisser choisir son arme avec soin et de patienter. Pendant ce temps à la maison de vente, Arthur ne trouve pas d'armes qui lui conviennent, et il pense que c'est parce que les soldats dans ce monde sont des augmenteurs. Il n'y a que des épées à 2 mains ou de grosses épées à 1 main, aucune utilisable pour un corps petit comme le sien. Juste à ce moment-là, Sylvie lui demande de la suivre, et elle le conduit vers une tige posée au sol. Il lui dit que ce n'est pas ce qu'il veut, mais elle lui demande de la prendre, ce qu'il fait, remarquant qu'elle est assez lourde. Il constate que le centre de gravité est décalé, se demandant si c'est une épée, mais il ne peut pas vraiment la dégainer. Il décide d'utiliser ces éléments, mais cela ne sert à rien, alors il utilise sa volonté de bête. Il réussit à tirer l'épée, et il trouve cela assez magnifique. Il la balance, mais remarque qu'elle est un peu lourde pour lui. Il décide d'essayer de couper quelque chose avec, et tranche un tonneau dans l'inventaire facilement. Puis il remarque que l'épée porte les inscriptions Down Ballard et W.K. Fort, et il se demande ce que cela signifie. Soudain, un éclair sort de l'épée et le frappe, puis l'épée tombe au sol. Intrigué, il la ramasse à nouveau et remarque que son poids et sa longueur ont changé pour s'adapter à son corps. Il peut maintenant la manier sans effort, et il pense qu'il a obtenu beaucoup d'excellentes épées dans ses vies passées, mais c'est la seule qui lui convient parfaitement. Il essaie de trancher d'autres tonneaux, et se demande qui est ce W.K. Fort. À ce moment, il entend son père entrer, prend une épée au hasard et sort immédiatement. Il montre l'épée choisie, disant que c'est celle-ci qu'il a prise, et son père remarque que c'est une belle lame. Il est sûr qu'elle conviendra à Arthur, et Vincent est d'accord si c'est ce qu'il veut. Il remarque alors la tige à la taille d'Arthur, qui décide de gérer la situation calmement. Il explique qu'il l'a ramassée par terre, trouvant qu'elle était lourde et solide. Il pensait que ce serait une bonne arme d'entraînement, et Vincent se demande s'ils avaient quelque chose de semblable. Son assistant se rappelle qu'un vieux sénile l'a laissé là, disant qu'il n'y avait pas d'utilisateur adapté, et qu'il s'est enfui. Ils ont fait examiner l'objet par plusieurs experts, mais tous ont dit que c'était juste un bâton solide, une perte de le jeter, donc ils l'ont gardé. Il se demande s'il devrait demander à un expert de rang supérieur de l'évaluer, et Arthur s'excuse si c'est important, faisant une tête mignonne et demandant à Vincent de le laisser garder car il l'aime bien aussi. Il l'appelle son oncle, et Vincent ne peut pas lui refuser ça. Pendant quelques jours, Arthur profite d'une vie paisible avec sa famille et les Elstea, tout en préparant ses affaires. Il approche bientôt de ses 9 ans, et ils organisent une fête d'anniversaire. Tous lui souhaitent un joyeux anniversaire, puis ils profitent de la nourriture et des boissons. Le soir, ils ouvrent les cadeaux, et Arthur commence par celui de ses parents. Il remarque que ce sont des gants avec des pierres précieuses incrustées, et Alice explique que les gemmes sont imprégnées de sa magie de guérison. Ensuite, Vincent offre son cadeau, une paire de bagues. Il en donne une à Arthur et l'autre à Alice, expliquant que tant qu'Arthur portera sa bague, la pierre sur celle d'Alice brillera quand son mana atteindra un niveau critique. Puis Adam et son groupe offrent un parchemin. Adam explique que c'est un parchemin qui peut transmettre des sons, et Arthur peut y imprégner un message en y insufflant du mana. Alice peut recevoir ce message et répondre une fois, et il trouve cela incroyable.
Arthur les remercie tous pour les cadeaux et pense qu'il partira demain. Il dit qu'il fera de son mieux pour ne pas les inquiéter et tous lui demandent d'être prudent. Alice dit qu'elle se fiche qu'il devienne un aventurier de haut rang ou un homme riche, elle veut juste qu'il revienne sain et sauf, ce qu'il comprend. Ensuite, il prépare son sac pour le voyage à venir, pensant qu'il a actuellement une famille aimante et des camarades, et il ne veut pas perdre ce sentiment de sécurité. Mais s'il doit les perdre, il se battra jusqu'au bout pour les protéger. Pour cela, il aura besoin de puissance, et plus que ce qu'il avait en tant que roi dans sa vie précédente. Le matin venu, il part pour son voyage, et ses parents le saluent en partant. Il lui demande d'être prudent et de ne pas essayer de tout résoudre seul, ce qu'il comprend. Alice lui rappelle de mettre sa bague, et ils lui disent qu'ils le soutiennent, lui demandant de partir. Il quitte la maison, et rencontre Jasmine dehors, et ils s'aventurent ensemble dans ce voyage. La scène passe ensuite à Arthur à la guilde des aventuriers de Xyrus, et Jasmine dit à la réceptionniste qu'elle souhaite faire évaluer le rang d'Arthur. Il s'enregistre, puis se dirige vers une autre pièce, et après un moment, un autre employé de la guilde les conduit quelque part. En chemin, Arthur explique qu'il porte un masque car il ne veut pas que la royauté ait de l'influence sur sa famille une fois qu'il découvrirait son identité, et l'employé les emmène rencontrer le maître de la guilde. Le maître de guilde se présente sous le nom de Caspian Bladar, et il explique que normalement, avant un examen d'évaluation, le candidat doit passer un examen écrit et faire évaluer son noyau de mana, mais comme c'est une demande de Jasmine, il va faire une exception. Il lui dit qu'il a rencontré son père l'autre jour, et il demande à Arthur de ne pas donner son vrai nom pour l'enregistrement, lui demandant comment il veut être appelé. Arthur lui dit de l'appeler Note, et il se serre la main. Arthur évalue la puissance magique de Caspian pendant cet échange, et il constate qu'il est vraiment fort. Ensuite, il se dirige vers l'arène, et en chemin Arthur demande à Jasmine si elle est proche du maître de guilde. Elle répond que d'une certaine manière, oui, et explique que son père a un lien fort avec la guilde. Juste à ce moment, Sylvie apparaît, et Jasmine remarque qu'elle a un aspect un peu différent. Arthur explique qu'elle peut changer de forme temporairement, et ils arrivent à l'arène d'évaluation. Là, on remarque qu'un test est déjà en cours, et une petite fille combat l'examinateur. Elle utilise la magie de l'eau, mais l'examinateur parvient facilement à la contrer, et la bête au coup suivant. Elle dit à la candidate que son utilisation du mana et sa vitesse d'incantation sont bonnes, mais qu'elle ne peut pas se défendre en lançant ses sorts. On apprend qu'elle s'appelle Diane Whitral, et elle obtient le rang C. Jasmine pense qu'elle a du potentiel si elle commence au rang C à un si jeune âge, et le candidat suivant est Elia Knight. Il entre pour le combat, mais un autre instructeur arrête le match avant qu'il ne commence, accordant à Elia le rang B sans examen. Les autres aventuriers qui assistent à l'examen trouvent cela suspect, et Arthur demande à Jasmine ce qui se passe, mais même elle n'en sait rien. Le candidat suivant est Lucas Wykes, qui se lève et déclare qu'il devrait être classé aventurier rang A sans examen. Il monte sur le ring, et on apprend que son noyau de mana est orange clair, que sa spécialité est la magie du feu, et qu'il n'a que 11 ans. Jasmine est surprise qu'il soit plus jeune que le garçon précédent, et en voyant ses oreilles pointues, Arthur réalise que c'est un elfe. Le combat commence alors, et Lucas invoque son gardien de feu, attaquant l'examinateur, mais elle réussit à éteindre ses flammes avec la magie de la terre. Il grimpe sur le rocher qu'elle a créé, utilisant la hauteur pour attaquer avec la magie du feu dans toutes les directions, et l'examinateur se protège avec une barrière. Arthur pense qu'il est assez bon, mais se demande s'il peut contrôler un sort aussi grand, et il perd le contrôle, mettant la vie de tous dans l'arène en danger. L'examinateur utilise sa magie de terre pour bloquer le feu et empêcher qu'il ne touche quelqu'un. Elle lui dit qu'elle sent du potentiel en lui, mettant fin à l'examen, mais il l'attaque encore avec une boule de feu surprise, et Arthur arrête son attaque avec son épée. Lucas dit alors que l'examen est nul car un tiers est intervenu, mais l'autre instructeur affirme que l'examen était déjà terminé, ajoutant qu'il était scandaleux de lancer une attaque surprise comme ça. L'examinateur lui dit que c'est sa plus grande faiblesse, et que le rang D lui conviendrait le mieux. Il refuse, mais l'examinateur le sort de l'arène de force. C'est ensuite au tour de Note, et Jasmine lui souhaite bonne chance. Caspian ressent une immense aura venant de lui, et l'instructeur remarque qu'il n'y a aucune information sur lui. Il sent aussi l'aura sombre d'Arthur, et Caspian arrive en disant qu'il sera celui qui combattra avec ce gars. L'instructeur pense que ce ne sera pas juste de combattre un mage de rang double A, et Caspian répond que c'est parce qu'il a de fortes relations avec son garant. Ensuite, Note et Caspian se préparent à combattre, et Arthur est excité de faire face au plus fort aventurier de la ville. Il remarque qu'il n'y a aucune ouverture dans sa défense, et il est sûr que ce ne sera pas qu'un simple examen pratique. Ils se battent, et la scène coupe sur Arthur qui est enregistré comme aventurier rang B, et Jasmine est heureuse pour lui. Ailleurs, on voit l'examinateur et l'instructeur demander à Caspian comment il peut y avoir autant de nouveaux aventuriers rang B en une journée, et c'est encore plus surprenant qu'ils soient tous des enfants.
Caspian leur demande s'ils se souviennent de ce qui s'est passé à Xyrus il y a 6 mois, et ils réalisent qu'ils parlent du premier échange culturel entre les jeunes des 3 races. Caspian mentionne qu'avec cet échange, la certification d'aventuriers elfes et nains avait aussi été secrètement autorisée, et il remarque que les enfants d'aujourd'hui sont soit elfes soit nains. Caspian dit que Lucas est un demi-elfe qui réside à Sapin, et que les circonstances de sa naissance ne sont pas divulguées, mais il pense que ses parents sont probablement des esclaves. Les Wykes sont connus pour engendrer des mages par des moyens douteux, et il s'interroge sur Elianite et pourquoi il a été mis en rambé sans examen. Caspian explique qu'il a un garant qui peut répondre de ses capacités, et c'est quelqu'un avec qui ils ne peuvent pas interférer. Il se demande qui cela peut être, et Caspian explique qu'il y aurait un enfant humain élevé parmi les nains. C'est Elia, envoyé ici comme représentant des nains, pour s'adapter aux humains. Ils sont surpris de voir cela juste après la levée de l'interdiction, se demandant ce qui va se passer maintenant, et l'instructeur lui demande au sujet du garçon masqué qu'il a lui-même évalué. Caspian répond qu'il n'a aucune information sur lui, et ne sait pas qui il peut être. Il est certain qu'il n'est pas représentant des elfes ni des nains, et c'est surprenant qu'un membre de la plus puissante famille de mages du feu le soutienne. Il se demande si c'est pour cela qu'il peut utiliser la magie du feu, mais Caspian dit que ce qui impressionne le plus chez lui, c'est son maniement de l'épée. Il ne bouge maladroitement que parce que son corps n'a pas encore suivi sa croissance. Il se souvient de son combat contre Arthur, et comment ils ont croisé le fer à grande vitesse. Il est sûr qu'Arthur sera une force avec laquelle il faudra compter une fois adulte, et Arthur se rappelle aussi son duel avec Caspian, se souvenant de sa défaite. Jasmine le ramène à la réalité, et il pense qu'après son duel avec Caspian, il est sûr qu'il s'est trop habitué à ce monde. Il croit qu'il s'est tellement habitué aux nouvelles capacités qu'il a acquises ici qu'il a oublié l'entraînement minutieux qu'il avait fait dans sa vie précédente, et il bouscule Elia. Il s'excuse auprès de lui, et Elia lui dit qu'il a été imprudent d'intervenir dans le combat de Lucas. Il affirme qu'il l'aurait fait lui-même si Arthur n'était pas intervenu, et Lucas remarque qu'ils parlent ensemble, se demandant s'il s'agit d'un rassemblement de rambés sans lui. Arthur répond qu'il n'est pas du genre à inviter ceux qui enfreignent les règles, et Lucas lui demande de ne pas trop se prendre pour quelqu'un. Les autres aventuriers dans la guilde commencent à les regarder, remarquant que ce sont les mêmes gamins qui passaient l'examen plus tôt. Ils pensent que s'ils ont un tel talent prometteur chez les jeunes, les aventuriers de Sapin vont être en sécurité, puis Lucas s'en va, ne voulant pas attirer trop d'attention. Jasmine dit qu'ils devraient y aller aussi, et Arthur se demande où ils vont. La scène coupe ensuite sur eux deux qui se téléportent vers une zone de pâturage pour bêtes, et en voyant de nombreux aventuriers traîner là-bas, Arthur trouve cet endroit assez paisible. Jasmine explique que c'est parce que la zone est déjà explorée, et que les aventuriers de Baran l'utilisent maintenant pour s'entraîner. Arthur se demande pourquoi ils sont là alors, et elle commence à courir en lui disant que ça va leur prendre une journée pour atteindre leur vraie destination. Arthur la suit, remarquant qu'elle est assez rapide. Il pense qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi rapide, et il se souvient que ses lectures du jour sont fausses à chaque tournant. Il repense à son combat avec Caspian, se rappelant qu'il avait prédit que Caspian essayait de le pousser à utiliser son atout, alors il avait décidé de l'utiliser lorsque Caspian s'était arrêté après une série de frappes continues. Cependant, c'était un piège tendu par Caspian, et dès qu'Arthur a attaqué, il l'a contré avec de la magie du vent, le battant sur le cou. Il se demande comment il a pu se tromper à ce point, quand il remarque une explosion près de lui. Il voit que c'est causé par un monstre particulier ressemblant à un sanglier, qui attaque les aventuriers dans la zone, les tuant et les blessant facilement. Jasmine et Arthur fuient, et Jasmine lui dit que ce n'est pas un monstre d'ici. Elle se demande ce qu'il fait là, et elle voit une charrette détruite avec une cage, comprenant qu'ils ont dû le capturer vivant et qu'il s'est échappé. Le monstre les poursuit, les attaque, mais ils esquivent. Il attaque à nouveau avec sa longue langue, mais ils esquivent encore. Jasmine dit à Arthur de courir pendant qu'elle attaque le monstre, et elle parvient à le blesser après quelques coups. Cependant, le monstre se jette sur elle, et Arthur la sauve car elle ne peut pas l'esquiver en plein air. Elle le remercie, et le monstre fixe son attention sur les aventuriers qu'il avait blessés plus tôt. Jasmine leur demande de faire attention et se dirige vers eux pour les protéger, et Arthur essaie d'aller vers elle, mais son lui du passé lui dit de ne pas le faire. Il lui dit qu'il peut encore attirer le monstre, qui se prépare à charger Jasmine. Arthur pense qu'il ne peut pas se tromper cette fois, et le monstre charge Jasmine, mais Arthur ne se précipite pas. Il attend le bon moment, puis attaque le monstre avec une épée enflammée, l'abattant facilement. Le soir, on voit les aventuriers gérer les conséquences du combat, et Jasmine est contente que tout se soit déroulé comme Arthur l'avait prévu. Elle lui tire les joues en disant qu'elle espérait qu'il serait plus paniqué là-bas, ajoutant que ce n'est pas vraiment son rôle de lui dire ça. La nuit, ils sont assis près d'un feu, et Jasmine confie à Arthur qu'elle est devenue aventurière pour fuir sa famille. Elle explique que sa famille, les Flamsworth, produit de grands mages depuis des générations. On lui a dit que parmi tous les éléments, le feu était leur spécialité,
et elle était fière d'être née dans une telle famille. Elle raconte que ses parents avaient de grands espoirs pour elle puisqu'elle avait éveillé sa magie plus tôt que ses frères et sœurs, mais quand ils ont découvert qu'elle ne pouvait pas utiliser la magie du feu, ils l'ont traitée de bonne à rien. Arthur se met en colère, disant que ça n'a aucun sens, car il y a des niveaux de puissance dans le noyau de mana, mais ce n'est pas vrai pour les éléments. Tous les éléments sont également puissants, tout dépend de la manière dont on les utilise. Jasmine rit en le voyant si agité, lui qui est d'habitude plutôt calme, et Arthur pense qu'il s'est ému parce que ça lui rappelait sa propre vie passée. Lui aussi était un bon à rien dans sa vie précédente, et il dit à Jasmine que sa famille est trop cruelle. Elle dit qu'elle a déjà combattu comme lui, mais les membres de son groupe, les Twinhorn, l'ont réprimandé. Avant de les rencontrer, elle ne savait pas comment transmettre la confiance ou coopérer avec les autres, elle a tout appris avec les Twinhorn. Les rencontrer l'a changé peu à peu, et il la gronde encore parfois. Plus tard, on voit que Jasmine est allée se coucher, et Arthur se demande s'il peut vraiment changer. Il se remémore sa vie de roi et sa vie dans ce monde. Il se souvient de toutes les personnes gentilles qu'il a rencontrées ici et de la chaleur avec laquelle elles l'ont accueilli. Il est sûr qu'il peut changer tant qu'il les a dans sa vie, et il pense qu'il doit devenir plus fort pour pouvoir tous les protéger. On voit Tessia l'observer depuis le royaume des elfes à travers un cristal magique, et elle est jalouse qu'il voyage avec une autre femme. Son grand-père la remarque, et elle s'excuse d'avoir utilisé le cristal sans permission. Il voit qu'elle est jalouse d'Arthur qui essaie quelque chose de nouveau, et il lui dit qu'elle devrait faire pareil, lui donnant un livre. Plus tard, on remarque que 2 ans ont passé, et on voit des aventuriers un peu bourrus parler d'un aventurier puissant. Ils disent que ce type est vraiment petit, mais qu'il est incroyablement puissant, presque irréel. Ils révèlent qu'il voyage avec cette fille des Flamsworth, et on comprend qu'il parle d'Arthur. Ailleurs, Arthur rejoint Jasmine, et ils partent pour une nouvelle aventure. Merci d'avoir regardé mon résumé. Merci de liker, partager, et vous abonner pour recevoir les dernières mises à jour de résumé d'anime.